Anthony, épisode 2, je te remercie beaucoup de venir à nouveau partager ton savoir avec nous sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'eau, de l'environnement, des compléments alimentaires et j'ai des petites questions personnelles et on va aussi aborder le sujet de la formation, ce qui m'intéresse énormément, évidemment. C'était cool pour toi le premier épisode? Bah, si je reviens, c'est que c'était pas si Ouais, mal ouais, que c'est ça. ça. Non, je passe un moment de merde, mais j'ai envie de m'infliger ça une deuxième fois. Non, et Merci puis il beaucoup. faut dire que tu as insisté tellement que j'ai fini par céder, Oui, c'est c'est ça. pour ça que C'est ça. Le mec, matin et soir, il ouais, agresse Anthony Berthoud. j'en C'est ai fait des génial. cauchemars, mais voilà. Mais non, non, c'était très, très, très sympa. J'ai beaucoup apprécié, donc c'est avec grand plaisir que je reviens là, passer un moment avec toi. Donc Bah, très sympa. voilà. Euh, je voulais te parler de l'eau parce que comme tu as cette perspective à droite santé, à gauche environnement et que tu aimes mixer les deux, si tu veux, moi le sujet de l'eau c'est un sujet sensible. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait pendant très longtemps je me suis senti extrêmement incompétent. Moi je déteste parler des sujets que je ne connais pas. Et donc, sur ma chaîne, j'en ai jamais parlé en fait. J'ai toujours attendu qu'il y ait des invités qui avaient des opinions ou des faits un petit peu plus avancés. Et si tu veux, toutes les recherches que je fais vont un peu dans le même sens, mais j'entends des choses contradictoires. Donc je me suis dit, j'aimerais bien avoir ton avis. Si en 2024-25, je vis en France, en Belgique, en Suisse, etc., c'est quoi le meilleur moyen pour moi d'avoir de l'eau de bonne qualité et de ne pas prendre de risques avec ma santé? Mhm. Tu veux que je réponde là directement? Tu peux soit te répondre direct, soit te me dire qu'il y a plusieurs solutions, Ouais, peut-être des pour, des contre, tout ça. Je ouais. suis vraiment preneur de tout ce que tu peux m'expliquer. Ouais. Alors moi je suis pas un expert de l'eau, c'est un sujet que j'ai regardé de près forcément, parce qu'il faut pas Bien oublier sûr. que c'est quand même notre première composant au niveau de l'organisme. On a Hmm. l'habitude de parler des glucides, des lipides, de tout ce qu'on veut, mais on est avant tout constitué d'eau, et si on ramène au nombre de molécules, c'est encore plus important. Donc c'est un vrai sujet. Vrai sujet dans le sens où il a des implications importantes sur notre santé, et vrai sujet parce qu'en fait, il y a des problématiques qui sont multiples, en fait. Et aujourd'hui, pour ça je dis: «Est-ce que je réponds tout de suite?» Ma Hmm. réponse, c'est qu'il y a pas de solution. C'est-à-dire que tu Ok, as pas une solution optimale qui va te dire que, autant dans ta santé que d'un point de vue, écologique, tu as un choix d'utilisation d'eau qui va être, adapté. Parce ok, qu'en fait, on a des systèmes d'accès à l'eau par l'eau du robinet, etc., qui fait qu'on sait qu'on a certains polluants. Au niveau des plastiques également, mais pas que. On va en reparler peut-être un petit peu si tu veux, oui, mais alors il y bien a les sûr. microplastiques, il y a également les pesticides, les fongicides, les antibiotiques. Il y a un certain nombre de Tout ça composés qu'on retrouve donc dans l'eau du robinet. dans l'eau du robinet. Alors, il faut nuancer en fonction du type de polluant. C'est là où on va peut-être après rentrer un peu plus dans le détail. Ah oui, Mais en oui. fait, on se rend compte que quel que soit le polluant, hormis les plastiques pour l'eau du robinet, puisque par définition, en fait, on ne va pas en avoir ou très peu, tu auras des contaminants dans les deux. Et d'un point de vue écologique, effectivement, de te dire, je vais utiliser une bouteille d'eau, tu as par exemple l'eau Fuji, voilà, qui vient de l'autre Oui, bout du monde, qui oui, va être oui. très riche en magnésium, etc., qu'on va te vanter, ou en silicium. Et effectivement, quand tu regardes la composition, c'est un élément intéressant. Mais tu vas pas faire voyager une bouteille d'eau, en fait, de l'autre bout du monde, simplement pour satisfaire un besoin, tu vois, nutritionnel, là où tu peux le Oui, trouver par ailleurs, ce besoin. Bah, tu peux le couvrir. surtout, c'est ça. Tu peux le couvrir autrement. Exactement. Donc, Mm. c'est pour ça que c'est vraiment une problématique systémique, si tu veux. Et Mm. très clairement, ne serait-ce que pour une raison écologique, avant même de parler de santé, aujourd'hui, l'eau en bouteille, c'est juste une aberration quand on prend un peu plus de recul, quand on voit le poids, en fait, de distribution. Quand on voit après l'impact sur la santé, mais simplement au niveau du poids de distribution, sauf si effectivement c'est une eau qui serait locale, et dans ce cas-là, tu vois, on pourrait C'est imaginer ça. aussi d'autres systèmes. C'est juste que politiquement ou de manière, on va dire, économique, on a abandonné tout un système, en fait, d'accès aussi à l'eau par les consignes, etc., qui fait qu'aujourd'hui le plastique, il est devenu quasi indispensable, mais ça n'a pas de sens Ouais. sur simplement ce côté écologique. Après, on peut parler de santé si tu veux. Ok. Alors, je vais tout de suite te soumettre une chose parce que si tu veux, donc moi, là où j'habite, il y a quand même quelques sources assez reconnues autour. Et dont notamment une que j'apprécie, une eau très faible en minéraux, qui s'appelle Spa. Et Spa, c'est à moins d'une heure de chez moi. Et avant, c'était à 20 minutes, quoi. J'étais vraiment tout près, parce que là, j'ai déménagé un peu plus loin. Et on prend l'eau en bouteille de chez eux.
Déjà parce que je la trouve meilleure, je trouve qu'elle se conserve très bien et je sais aussi que l'impact écologique, enfin je pense en tout cas, alors c'est justement ça, je pense que l'impact écologique est moindre. Alors la consigne, je peux te dire qu'elle fait mal, hein, parce qu'à 3,50 € les 6 litres, Mmh. tu as envie de le ramener ton casier, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est un peu l'enjeu quelque part. Ce qui est un peu l'enjeu, donc c'est Mmh. très bien, ouais, parce que parfois on te fait des consignes, c'est 5 centimes, 10 centimes, bon, Oui. je peux comprendre que les gens, voilà. Là, à 3,50 € sur tes 6 litres d'eau, tu as envie de le ramener. Est-ce que ça, sans être une solution parfaite, c'est déjà un peu mieux ou pas Oui, forcément? alors tu sais, en fait, quand on parle du sujet de l'eau, je vais te dire que c'est une solution qui est moins pire. Je vais pas te OK, donner une solution qui sera meilleure, tu vois? OK, Dans le «paradigme» d'accord, entre on va guillemets. jouer là-dessus. OK, OK, OK. Ouais, Mais oui, ça c'est bien sûr, ça sera plus cohérent que si tu utilises une eau, qui a été, embouteillée à 6 ou 8 000 kilomètres de chez toi, évidemment. mmh, Après, il y a la question de la santé et là, sur les contaminants, c'est ce que je disais par rapport, aux résidus d'antibiotiques. Alors on le sait aussi par rapport à la biodiversité, hein, ça a des atteintes qui sont très importantes parce qu'on parle toujours de notre santé en tant qu'espèce humaine, mais il faut aussi avoir à bien l'esprit en sûr. fait ce que ça va avoir comme répercussion sur l'ensemble du cycle de biodiversité. Et on est moins concerné, par exemple en France ou en Belgique, parce que on a des usines qui vont être soit bien gérées, soit finalement peu nombreuses, ou en tout cas qui émettent peu de quantité par rapport à d'autres usines. Je parle des antibiotiques, pardon. OK, Et en fait, on voit que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Inde, que ce soit dans un certain nombre de pays où il y a des niveaux de production d'antibiotiques qui sont extrêmement importants, on a des OK, contaminants qui se retrouvent forcément dans les fleuves et qui vont OK. circuler. Et donc, Et, on a et donc là, ouais, donc, oui, mais donc là, c'est pas l'eau qui est le problème. On va dire ma source de spa là, par exemple. oui. C'est pas elle le problème. Le problème, c'est la l'industrie pharmaceutique qui bombarde les eaux, etc. Enfin, les résidus de cette industrie-là, c'est ça, Oui, qui se et retrouvent dans l'eau et qui peut aussi du coup polluer les sources aux alentours. oui, bien sûr, et c'est pas une Ok, question après, tu vois, d'eau de bouteille ou de robinet, oui, en fait, hein, c'est global. Et si tu oui, veux, on a tendance à délocaliser le problème parce qu'on se dit: «Bon, bah, c'est pas nous qui gérons, c'est d'autres pays». Sauf que les oui. antibiotiques ont des rémanences, ont des durées qui peuvent être très importantes, et qui Mhm. créent aussi des antibiorésistances au niveau de la biodiversité, de manière générale, et donc avec des impacts aussi sur notre santé. On Oui, a toute une question, alors ça s'est largement amélioré, mais par rapport à tous les déchets liés au milieu hospitalier, où finalement tu te retrouves aussi avec beaucoup de médicaments qui vont se retrouver dans les eaux et avec des capacités d'élimination qui ne sont pas totales. Et je dis avec parfois des durées de vie qui peuvent être importantes. Et c'est la même ok. chose pour les pesticides, les fongicides. On sait que malheureusement, en fait, quel que soit le modèle, on n'a pas une capacité d'élimination totale, que ce soit par les eaux du robinet. Et si on parle des eaux embouteillées, tu as ce qu'on appelle les POP, donc qui sont des polluants organiques permanents. Tu vois, donc ça veut Oui, dire qu'ils ont des demi-vies ou des durées de vie de plusieurs milliers d'années. Donc on oui, commence ok. juste à impacter, tu vois, une biodiversité, mais pour de Pour longues les, années, de longues pour les millénaires, millénaires qui viennent. etc. Ouais, Donc d'accord, ça veut dire que d'accord. par rapport au cycle, notamment des nappes phréatiques, même si aujourd'hui c'est très lent et en fait on va pas avoir les conséquences immédiates, on commence à retrouver dans les nappes phréatiques certains contaminants, mais c'est que le début, puisqu'en fait on remet dans l'environnement tous ces composés-là. Et donc tant qu'on ne considérera pas ces critères-là, effectivement, on n'est que dans un problème qui est croissant à ce Ok, niveau-là. donc bienvenue dans ce podcast. Après 9 minutes, vous avez tous envie de vous suicider. On va, Toi qui as on va, abordé le sujet, hein. voilà, tout est bien dark. Mmh. Donc, ce que je te propose pour quand même donner des choses actionnables, je pense que c'est toujours important. Ouais. Puisque tu m'as dit on va faire du pire et du moins pire, ce qui serait peut-être intéressant du coup, c'est de discuter de ça. Un espèce Mmh. de, je mets des guillemets, un classement du pire au moins pire, Ouais. puisqu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de solution parfaite. Mmh. Donc moi, en tant que consommateur, d'une part, j'ai envie de faire attention à ma santé, et d'une autre, j'ai peut-être envie de faire attention à l'environnement ou pas, Mmh. mais on peut prendre les deux quelque part, l'optimal pour la santé, l'optimal pour l'environnement et le meilleur compromis, par exemple. Tu Mmh. vois, ça, je trouve que ce serait peut-être une bonne discussion à avoir. Donc, Ouais. l'eau en plastique en bouteille, si je comprends bien, non seulement pour ma santé, c'est peut-être pas top, mais en plus pour l'environnement, c'est un drame. Donc ça, on serait vraiment un peu dans le bas du panier. C'est ça l'idée? Sauf si effectivement tu as une zone d'embouteillage qui est près de chez toi et que tu vas pouvoir avoir un circuit entre guillemets plus court, mais ça enlèvera pas les conséquences du plastique et de tout le cycle du plastique, que ce soit en termes de production, en termes de recyclage,
en termes de rémanence et autres. Donc Et, effectivement, et potentiellement d'ingestion de ce au final, bien sûr. Et encore une microplastique. fois, on pense à nous, mais Oui, oui, bien sûr. C'est parce que, bien sûr. bien sûr, mais c'est normal. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, moi, je vais essayer de mettre cette discussion dans les deux prismes Hmm, parce que faut être aussi tout à fait honnête sur le fait que les gens qui nous écoutent, tout comme tous les humains, en fait, hmm, d'abord, on pense à nous. bien Et sûr. donc, je pense que ce qui est important, si tu veux, moi, j'ai une vision par rapport à ça qui est prendre soin de ta santé pour avoir l'énergie de prendre soin des autres. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est capital. Tout à fait. Parce qu'une personne qui est malade, qui est obèse ou quoi que ce soit, enfin, toi, qui a vraiment des gros problèmes de santé à long terme, n'est plus capable de s'occuper des autres. Donc ça, Voire pèse sur le mode de vie de l'autre personne, de l'entourage, du conjoint, de la exactement. famille, Du etc. coup, pour la société, etc., Mm, etc. mm, C'est ça. mm. Donc, je pense que prendre soin de soi, c'est vraiment, finalement, comme le disait Pierre Dufresne dans un podcast, j'ai adoré ça. Prendre soin de soi, finalement, c'est le geste le plus altruiste qui existe. Je trouvais ça absolument passionnant. Et tu sais, quand on est pompier ou quand tu es dans des modes de sauvetage, c'est la même chose. La première chose qu'on t'apprend, c'est à te Ouais, sauver toi-même pour pouvoir bien sauver les sûr. autres. Et c'est Oui, oui, donc c'est tout le ça fameux pour histoire dans rebondir. l'avion de mettre le masque à oxygène sur soi Mm, d'abord. exactement, Ce qui serait pas un réflexe en tant que parent, entre parenthèses, quand c'est on a ça. un Mm. petit, c'est sûr. Ok, donc bouteille en plastique, circuit court, c'est mieux. Circuit long, C'est moins on essaie, pire. ouais, c'est moins pire. Ouais, on va rester avec ça. Qu'est-ce que je peux faire un peu mieux et puis peut-être un peu beaucoup mieux. Alors, tu as l'osmoseur inverse. Je ne sais pas si ça Oui, te parle un petit peu, tu peux qui a expliquer, hein. voilà, en fait, qui a un système de filtration multiple. En fait, on a différentes membranes qui peuvent être utilisées, donc tu as différents appareils en conséquence. Alors, en termes de prix, déjà, parce que c'est aussi un critère important, ça va osciller entre 500 et 1000 euros, si je te donne Ok. une grande marge. Pour Et combien de temps? alors, ça dépendra de tes filtres, en fait, de tes membranes. C'est-à-dire que globalement, selon l'appareil que tu vas utiliser, le filtre, tu peux en avoir pour 150 à 300 euros par an, à peu près, pour une Ok. famille de 4-5 personnes où tu vas boire à peu près 1 litre d'eau par jour. Encore une Mais mon fois, là, filtre, il meurt jamais. Enfin, ma structure, elle ne meurt jamais. C'est le filtre que je remplace. c'est que tu remplaces, effectivement. Ok, Comme n'importe quel système, hein, de manière générale, de bien sûr. filtration. Et tu peux avoir 3, 4, 5 membranes. Et en fait, selon la taille de la membrane, en fait, et la nature de la membrane, tu vas enlever certains contaminants et certaines D'accord. tailles de contaminants. Et ça va des éléments les plus basiques jusqu'à des éléments qui sont très sophistiqués. C'est ce qu'on peut utiliser dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, pour avoir de l'eau neutre, entre guillemets, de Oui. contaminants, dans l'industrie agroalimentaire également. Donc, c'est un Donc là, c'est procédé vraiment où on va filtrer le plus du plus, finalement, à la exactement. maison, c'est l'osmose inverse. Voilà, et tu as même enlevé Ok. les minéraux, mais tu as des systèmes aujourd'hui qui permettent de reminéraliser ton eau, des cartouches en fait de minéraux. Après, c'est un choix, c'est-à-dire que globalement, tu vas avant tout consommer de l'eau pour t'hydrater plus que pour avoir des minéraux ou des oligo-éléments qui peuvent être apportés par ton alimentation, par tes fruits, tes légumes, etc. Alors, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que figure-toi que c'est moi un truc qui m'a freiné dans l'acquisition d'un filtre style Berkey, etc., dont on peut Mm. parler après, ou d'un osmoseur inverse, parce que au moment où j'allais passer à l'action, oui, mais c'est de l'eau morte, il n'y a plus de minéraux, etc., etc. Mais je dis, mais moi, je bois pas de l'eau pour les minéraux de base. Moi, mes Mm. minéraux, je les trouve ailleurs, merci. Mais du coup, culpabilité, comme je ne suis pas assez compétent, je veux absolument interviewer des Je experts, donc c'est comprends. parfait que tu sois là. Mm, mm. Est-ce que je dois reminéraliser mon eau ou est-ce que je peux me contenter d'une eau filtrée et trouver mes minéraux ailleurs? Quelle est la meilleure solution finalement? Ah, alors déjà, et avant de te répondre, c'est toujours une question de balance bénéfice-contrainte. Et en Oui, fait, aujourd'hui, quand tu regardes la contrainte liée à l'eau, qui est le niveau de contaminant, et encore une fois, qu'on parle de biocides, de pesticides, d'antibiotiques ou de résidus de médicaments, etc., versus une perte de minéraux, mon choix, il est vite fait. Chez moi, concrètement, j'ai un osmoseur inverse. ok, Donc après, effectivement, si tu as une alimentation qui est riche en minéraux, en oligo-éléments par les fruits, les légumes, etc., tu peux en fait te permettre de ne pas avoir beaucoup de minéraux dans ton eau. Et c'est là où tu as des systèmes, je te dis, des cartouches toutes bêtes que tu peux réutiliser pour en avoir si c'est ton souhait. Après, c'est une question aussi de biodisponibilité en fait de ces minéraux en termes d'assimilation et autres.
Après, on rentre dans un autre débat qui va être aussi, tu vois, quand tu parles d'eau morte, qu'est-ce qu'on veut dire derrière? Parce qu'il y a beaucoup de Une notions de symbolique aussi. transfert d'informations par l'eau, tu vois. Et là, on va Oui, juste rester sur une approche, entre guillemets, conventionnelle, qui sont les minéraux, les oligo-éléments. Et oui. puis, tu as le plasma de Quinton, tu vois, tu as des ampoules très minéralisées qui peuvent aussi être, pourquoi pas, utilisées en substitution, pas en substitution, mais en complément. Mais En ça, c'est vraiment complément, oui. pour des personnes spécifiques, des besoins spécifiques en tant que tels. Mais un autre sujet qui est lié aux osmoseurs inverses, c'est la notion de perte d'eau, parce qu'on parlait de la partie écologique. Et Oui. c'est là où les appareils de nouvelle génération sont intéressants. Parce qu'en fait, Ah, il y a quelques décennies, on va dire, ou quelques grosses années, en fait, on était sur quasiment du 5 pour 1. C'est-à-dire que pour avoir 1 litre d'eau que tu allais ingérer, tu en éliminais 4 à 5. Aujourd'hui, waouh. on est sur du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'en gros, il te faut 2 litres Ok. d'eau pour 2 avoir litres un d'eau pour litre. 1 litre en réception, quoi. C'est ça. Donc, en gros, une personne, c'est à peu près 300-350 litres par an qui vont être perdus. Donc, parce qu'en fait, c'est un système que tu mets sous ton évier. Alors, Mhm. il y a plusieurs mécanismes, hein. Tu peux l'avoir sur ton alimentation générale, mais en général, on va le faire sous l'évier principal. Et Mhm. c'est un système de sortie d'eau basique et qui fait que cette eau-là, tu vas pas l'utiliser parce qu'elle est doublement polluée, puisqu'en fait, tu as extrait une partie justement de l'eau que tu vas consommer, Mhm. une partie des contaminants ou la totalité. Et pareil, les remettre dans l'environnement pour tes plantes, etc., c'est des produits qui sont plus chargés en contaminants. Mais si tu compares ça à une douche ou à un bain, plus exactement, ça reste quelque chose d'acceptable. Mais c'est là aussi un compromis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une solution idéale, mais ces nouvelles générations sont plutôt une alternative Parce que intéressante. tu me parles de 350 litres par an. Comme tu dis, quand on compare à des douches et des bains, c'est quand même vite économisé ça, sur une Exactement. année. C'est exactement. Tu Même fais simplement, tu l'impasse sais, tu passes d'une grosse chasse à une petite, sur l'année, c'est largement, exactement. largement couvert. Tu fais l'impasse d'un ou deux bains et déjà, tu as récupéré une bonne partie. Et puis surtout, quand tu la compares à ton circuit de plastique pour fabriquer ton eau ton contenant de ta Mhm. bouteille en plastique, Mhm. ton transport de cette eau, etc., le recyclage, la contamination, tu vois. Au final, sur l'ensemble de la filière, c'est pas une solution idéale, mais c'est une solution qui est moins pire que beaucoup d'autres. Voilà. Donc moi, Ok. c'est la solution que je recommande aujourd'hui, voilà, par défaut. Encore une fois, j'insiste bien. Oui, 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 oui. Ok. Donc pour toi, la reminéralisation est finalement optionnelle, je pourrais le dire comme ça, tant qu'on trouve des minéraux dans le reste de notre alimentation. Oui, et puis, encore une fois, sauf besoin spécifique. Et Oui, puis bien sûr. c'est pas Là, parce ça que devient de la personnalisation. Ouais. sur ta table de composition, tu as X milligrammes de magnésium, de calcium, que tu vas en assimiler d'autant. Et d'autant plus que là, en plus, c'est une notion de rajout. Et on maîtrise pas, en fait, hein, la conséquence. On parle beaucoup de la matrice alimentaire d'un Ouais, point de vue des aliments tout solides. à fait. D'un point de vue de l'eau, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou très peu. Donc, j'ai envie de dire que de toute façon, encore une fois, il y a une charge en contaminant et on va décharger certains minéraux. Mais au final, pour moi, la balance, elle est plutôt Elle favorable est quand on parle de plutôt ça. favorable. Ouais, complètement. On va rester dans un maximum de choses objectivables, Ouais. mais quand même, j'ai envie de te poser la question parce que tu as mentionné les informations transmises par l'eau, Mm. et c'est quelque chose dont j'ai vaguement entendu parler, mais je serais intéressé. Allez, on se dit qu'on digresse et que tu m'expliques ce que ça veut dire, quelles sont peut-être les implications, ou en Mm. tout cas, qu'est-ce qui est véhiculé autour de ça. Alors moi, je serais pas un expert sur ça, donc je pourrais pas te donner beaucoup d'éléments et je vais rester aussi dans mon cadre. Mais Ouais, c'est tous les travaux d'Emoto qui ont été connus, qui est un chercheur qui a évoqué le fait de l'intention qui était émise. Alors il avait pris des grains de riz et puis il allait donner, tu vois, soit un mot d'amour, soit un mot de haine, etc. Et tu voyais l'évolution qui changeait liée à la cristallisation de l'information dans la molécule d'eau. Alors ça peut paraître ok. complètement ésotérique. Euh, Maintenant, voilà, il y a des données qui nous montrent que ça ne le serait peut-être pas tant que ça. Tu as le professeur Montagnier qui avait aussi beaucoup bossé sur le sujet. Alors après, avec toute la critique qu'on peut entendre à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est un débat pour lequel moi je serais pas compétent. Donc Ouais, je ouais. vais, je vais juste relater des éléments. Tu as tous les travaux pareil, du professeur Henry qui sont plutôt intéressants. Mais je pense qu'il y a énormément d'inconnus en fait, et on sait quand on voit tout le mécanisme de transfert d'énergie, ne serait-ce qu'au niveau cellulaire,
On a parlé un peu la dernière fois de mitochondrie, je crois. Et tu Oui, vois, c'est des transferts d'électrons, c'est des notions de gradient. Et en fait, l'eau, elle est bien sûr énormément associée à chargé ces là-dedans. Ouais, éléments-là. Donc ouais, ouais. après, je dis, moi, je m'arrêterai dans mon domaine par rapport à mon domaine de compétences, mais il y a beaucoup de questions qui se posent et qui mériterait en tout cas d'être largement approfondi pour sans doute y voir un petit peu plus clair. Ok. Et c'est pas aussi dichotomique, tu vois, je pense Oui, blanc ou noir ou noir blanc. que. Ouais, 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 c'est ça. C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont quand même une grosse expertise et qui, malgré tout, savent qu'ils ne savent rien. Je trouve ça génial. Et plus tu Parce que sais, c'est moins tu incroyable. sais. Parce que, ouais, plus tu creuses et plus tu dis, oh là là, Mm, mm. je ne sais rien. C'est un drame. Et puis je Et pense que l'eau, ça peut devenir ton expertise à vie, en fait. Ah Il y a oui, ah tellement, oui, tellement, tellement de choses à connaître autour de ça. Et ouais, c'est là ouais, où tu vois des transferts de molécules. C'est pour ça qu'on parlait des pesticides, des nanoplastiques ou des microplastiques, etc. Bien sûr que ça a un impact, en fait. Maintenant, au-delà de l'écologie, mais à quel niveau, pour quelle oui, durée, dans quelle mesure, avec quelles interactions, on ne le sait tout à absolument fait. pas. Et c'est toute la problématique des PE, des perturbateurs endocriniens, si tu veux. C'est que, en C'est le fait, cocktail. ou des cocktails, et voilà, exactement. C'est l'effet cocktail qui fait que 1 + 1 égale 3, 5, 10, on ne sait pas. Et On ne sait pas. par contre, on a très bien démontré que tu prenais deux molécules et que l'addition des deux molécules pouvait avoir une toxicité bien plus importante. L'addition, la Oui, prise simultanée de ces deux molécules par rapport à l'addition isolée, et surtout des effets hormétiques quelque part qui font que, en fait, à une certaine dose moins importante, tu as plus de toxicité qu'à une dose qui est considérée comme la dose maximale à ne pas dépasser. Donc, en termes de toxicologie, on ne connaît rien. Et je pense ok. que s'il y a peut-être encore plus qu'en nutrition par rapport au nombre de composés qui sont intégrés aujourd'hui dans notre environnement. Et c'est d'ailleurs une des limites de biocapacité qui a été atteinte. En fait, hein, on estime qu'on a dépassé 6 des 9 limites planétaires en termes de biocapacité. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois Non. ou pas. Et une de ces limites, en fait, c'est le nombre de nouveaux composés qu'on a mis en fait, hein, dans l'environnement, et notamment avec des durées de vie qui sont extrêmement importantes. Donc, on joue à l'apprenti chimiste, mais à un Oui. point, je pense qu'on sous-estime énormément. Et Ah oui, donc, oui, je l'eau, pense que dans quelques centaines ou milliers d'années, on va un peu dire, oula, on- là, ils ont essayé des trucs, mais on- quand même, ils auraient peut-être pu s'abstenir. Et en tout cas, l'eau est un vecteur très important dans cette problématique en fait globale. Et puis Ok, je dis, moi, j'ai aucunement la prétention d'être expert sur le sujet, mais voilà, ne serait-ce que sur la partie vectorielle, il y a quand même beaucoup de choses qui se ok, passent, quoi. cool. Je dis cool, c'est intéressant. Osmose inverse, qu'est-ce que je peux penser du coup des filtres, comme je disais, donc style Berkey, etc. Tu sais, Oui. les grosses colonnes que l'on a, Mm. qui apparemment également sont quand même assez performantes. Si j'ai bien compris, moins que l'osmose inverse, mais Mm. on a quand même des assez bons résultats. Bah, oui, si ce n'est qu'il reste quand même très nébuleux en fait sur les informations, sur les méthodes Ah, utilisées. Et ce qui ok, est intéressant, tu vois, c'est de s'appuyer aussi sur la littérature scientifique, sur les bien sûr. publications et autres. Et en fait, ils vont indiquer un résultat avant-après. Et j'ai ni avis positif ni avis négatif en fait là-dessus. J'ai voulu justement regarder de près. On a quasiment pas d'informations, en tout cas à ma connaissance. Ok, Et c'est dommage parce que justement, si c'est un atout, ça permettrait de l'objectiver, de le comparer à d'autres méthodes. Simplement, tu vois, avec quel niveau de précision? Là, pour le coup, on a peu les informations. Après, tu as des filtrations classiques sur du charbon actif, des filtrations au chlore ou autre, où là, en fait, ça, pour le coup, ça ne sert, quand j'ai dit à rien, c'est qu'il suffit simplement que tu laisses ton eau, tu vois, à température ambiante dans une carafe après ton eau de robinet, et tu vas déjà avoir une évacuation qui est importante. Donc, tous les ok, systèmes Brita et compagnie, c'est pour ça que oui, déjà, elles ont des durées de vie qui sont limitées parce que tu les satures très vite, et les oui, gens, pour des questions d'économie, vont garder le filtre parfois beaucoup plus longtemps. Et en fait, le filtre, il est saturé, donc il va relarguer de toute façon l'excédent qu'il ne pourra plus absorber en tant que tel. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire. Le deuxième, il y a la céramique, le charbon actif. Après, il y a effectivement les systèmes comme ceux que tu as évoqués. Et mhm, après, on va arriver aux osmoseurs inversés. Pour moi, ça reste, si tu veux une eau avec un meilleur compromis, il faut un osmoseur de bonne qualité.
Donc mettre Plutôt un petit peu récent, du de coup, si je comprends bien. ouais, c'est ça, mettre un petit peu de budget, mais quand tu compares à si tu es une famille avec 2, 3 enfants ou même un couple, et que tu compares à l'eau que tu vas acheter en bouteille, tu vois? Sans parler des consignes que tu évoquais tout Ouais, à l'heure, ouais. au final, c'est plus économique. C'est juste que c'est un investissement de départ et que tu peux installer, toi-même, hein. Moi, le mien, je l'ai fait moi-même et je suis pas du tout Ok, mécano en soi. Donc, ok, ok, si ok. moi j'y suis arrivé, je pense que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut faire ça. Voilà. Euh, le smoother inverse, ça prend. Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que je dois attendre longtemps pour la filtration? Ah non, bah, en fait, ça c'est pareil, c'est des belles évolutions par rapport à avant où effectivement c'était très long. Et Il puis on fallait parle des heures, de hein, c'est ça, hein. comment? Il fallait des heures et des heures, Oui, apparemment. et maintenant on parle de GPD, en fait, c'est un peu l'unité qui te permet d'avoir le niveau de production d'eau osmosée en fait, dans ta journée. Historiquement, c'est en gallons d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, d'où le Ok, terme GPD, c'est l'acronyme anglo-saxon de gallons par jour en fait. Et en fait, maintenant, tu as des appareils qui sont très performants et tu mets dans une carafe d'eau, en fait, l'eau et tu la laisses 2, 3 minutes, ta carafe elle est pleine et ah oui, tu ok, peux oui, ça va très vite, hein, ça va très vite. Bah, quand je dis très vite, ok, je ok. m'entends. En fait, c'est un système d'installation sur ton robinet, en fait, ton lavabo où tu vas avoir 2 robinets justement, l'eau classique, et l'eau, que tu vas utiliser osmosée et dans ce cas-là, tu as un deuxième petit, robinet, un mitigeur et qui fait que tu l'actives et tu vas avoir à travers le deuxième robinet, cette eau qui va couler plus lentement, mais tu pas besoin d'attendre un quart d'heure si tu veux. Je dis, Ok, une carafe de 2 litres en 2 ouais, minutes, 3 minutes, quand ton appareil est de ok, bonne qualité, ouais, il est plein. parfait. Donc Ok, moi, c'est ce que je fais autre chose pendant ce temps-là, je reviens, c'est plein. Voire ok. ça déborde parce que justement, ça va trop C'est vite. ça, Donc, ça va trop vite maintenant, je suis pas habitué. mm. Si je veux pousser un peu la remarque, puisque l'osmoseur inverse filtre si bien, est-ce que je peux y mettre, par exemple, une récupération d'eau de pluie, ce qui là deviendrait encore probablement plus Alors écologique ou non? là, j'ai pas la réponse parce que je Ok, dis, moi, c'est pas mon domaine de prédilection. ok, Après, mais pour moi, je là, peux faire ma recherche. c'est plus une question sanitaire, tu vois, qu'une question de contaminant. Au sens, C'est-à-dire? au sens d'un risque infectieux ou autre, si tu veux, Ah qui oui, est, voilà, de contamination, mais pas par des xénobiotiques, c'est-à-dire pas par des molécules chimiques qui viennent de l'environnement, mais par des micro-organismes ou autres. Donc, oui. après, Qui ne serait peut-être pas filtré du coup, en fait, c'est ça l'idée. oui, mais c'est purement une hypothèse. Je dis, je Ouais, maîtrise pas ouais. du tout le sujet, mais sur le principe, c'est une très bonne réflexion. Sur la réalité du système, Tu sais pas. je Ok. pourrais pas te répondre. J'ai vu passer les gourdes Oco là, qui ont une grosse, bien sûr, démarche commerciale et donc du coup, on en entend beaucoup parler, etc. Mm. La grosse pub de ça, c'est justement de dire que tu peux aller récupérer de l'eau de la rivière, de la pluie, de ce que tu veux. Mm. Tu attends quelques minutes, clac, tu peux boire ça. Non, Mm. tu dois même pas attendre, tu peux boire ça tel quel au travers du filtre. Est-ce que toi, tu as de la data là-dessus ou est-ce que Non, non, on ne sait aucune. pas. On Ouais, sait pas non plus. pareil, j'ai beaucoup entendu parler Ok, de ces produits, mais on se renseignera. j'ai pas d'éléments là-dessus. Ouais. Si quelqu'un écoute et a de la data, alors pas juste un oui, c'est génial, enfin c'est cool, hein, si vous dites trouvez que c'est génial, c'est cool, hein, mais si on peut avoir des choses un petit peu plus objectivables de manière justement à pouvoir continuer à faire évoluer le débat, euh, c'est très très cool. On a bien, je trouve, pas mal déjà couvert le sujet. Est-ce que tu voudrais ajouter un truc sur l'eau? Est-ce que je peux t'emmener un peu plus loin? Non, je pense on a fait plutôt un bon tour, donc Ok, c'est c'est OK très pour très moi. cool. Merci en tout cas parce que ça a vraiment, pour moi en tout cas, ça a clarifié vraiment tout ce que j'entendais. Donc c'est vraiment très bien. Julien Vénesson m'avait vendu qu'il allait faire un gros test et en fait lui-même tester l'avant-après. Mm. Donc en labo. Et donc là l'idée c'est justement d'avoir de la data, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que ce qu'il pensait parce que il m'avait annoncé quelques semaines et je pense qu'on va être sur quelques mois plutôt, parce que c'est quand même un gros travail, je pense. Donc quand tu disais que c'est le travail d'une vie pour certaines Mm. personnes, je n'en doute absolument pas. Je voudrais qu'on fasse un peu un jeu similaire avec justement l'impact peut-être environnemental de nos choix alimentaires. Je m'explique. Si je n'ai, pour ainsi dire, aucune conscience environnementale, voilà, je fais qu'attention à ma santé et c'est déjà bien, comme on a dit. Euh, je suis ultra novice. Quels sont finalement les quelques actes, tu sais, avec un bon retour sur investissement? Ça veut dire, tu vois, si tu dis aux gens, il faut cultiver, machin, etc., ils vont te dire non, mais j'ai pas le temps. En fait, c'est bien la friction, quoi. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci. Ok. Qu'est-ce qui
a le moins de freins et que je peux mettre en place maintenant pour avoir déjà un impact positif, pas seulement pour moi, mais autour de moi. Mmh. Il y en a plein, en fait. C'est dur de donner tu vois, une Ouais, gradation par rapport à ça. Mais ne serait-ce qu'être sur des filières courtes, tu vois, déjà. OK, En fait, moi, et on a déjà dû en parler la dernière fois, mais je dis tout le temps des produits issus de filières courtes, de saison, avec le ouais, moins d'intrants chimiques. On va dire sur des produits à dominante végétale, là, quand on parle des fruits, des légumes, etc. C'est déjà le b.a.-ba, si tu veux. Après, ça peut être plus ou moins facile à mettre en place, mais déjà d'aller vers des produits sur des filières courtes, c'est l'exemple de l'eau dont tu parlais tout à l'heure. ouais, C'est là où on va tomber face à des contradictions avec l'avocat, avec les oui, oléagineux qui viennent de l'autre bout du monde, avec un oui, certain nombre en fait de produits qui sont très intéressants nutritionnellement, mais qui écologiquement sont pas très cohérents. Donc en fait, déjà de regarder autour de soi, je pense que ouais. c'est un levier qui est important, qui peut paraître difficile au départ, sauf quand ça peut être difficile en fonction de la localisation où on est pour trouver, tu vois, un Ah oui, producteur ou autre, ou un sûr. circuit, parce que maintenant tu as des circuits qui sont organisés, tu peux avoir quasiment, je vais pas dire toute ton alimentation, mais une bonne partie issue de filières courtes. Mais une fois que tu l'as, à moins que tu déménages tous les 6 mois, tu vois, l'effort il est fait et ça devient beaucoup plus Oui, c'est facile. ça. En gros, tu passes peut-être une semaine, un mois, 3 mois à chercher, le petit producteur ceci, la ferme cela, tu fais un peu le boulot, quoi. Et comme tu C'est dis, une ça. fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que, la petite boucherie qui travaille avec, les bêtes, du coin et le producteur qui fait ses propres carottes et qui machin, ça, une fois que tu as trouvé. Il va continuer à le faire pendant C'est quelques années au c'est minimum ça. et c'est cool. Exactement. Hem, Voire t'as des circuits spécialisés maintenant qui vont ouais. faire le job à ta place et qui vont te permettre en fait assez facilement d'accéder à des filières courtes. La consommation des fruits, des légumes, là aussi, encore une fois, en fait, tous sont associés, tous les critères sont associés. Donc, je t'ai Ouais. dit fruits et légumes, mais c'est pour manger de l'ananas, de la mangue, et des noix de cajou et de l'avocat dont on parlait, ce sera Mmh. plus très cohérent. Bah, encore noix de cajou, on n'est pas dans les fruits et légumes, mais si tu Ouais, mets on se les comprend. oléagineux avec tout ça, donc les deux sont indissociables pour moi, mais effectivement, d'avoir une dominante végétale qui ne veut pas dire végane ou Exclusive. végétalienne, je Ouais, crois qu'on en a parlé la tout dernière à fois. fait. Donc, et pareil pour les circuits courts vis-à-vis des produits animaux, en fait, sur des filières extensives. Et aujourd'hui, tu as des producteurs, des éleveurs qui font un travail de très bonne qualité, Oh oui. en Ouais, fait, oui, et qui sont juste absolument pas valorisés à la hauteur de leur travail, qui gagnent totalement. très mal leur vie. Et Et le fait pourtant, ils font un d'aller job de dingue. Ils bossent comme exactement. des oufs. Ouais, ouais. Et tu vas vers eux, tu les valorises financièrement, puisqu'en fait, l'argent que tu donnes, c'est pour eux directement, il y a plus d'intermédiaires. Ouais. Eux, ils se retrouvent à te donner aussi en contrepartie un produit de qualité avec un impact écologique qui sera beaucoup moindre que si tu achètes, je sais pas moi, un steak haché issu de bovins qui viennent de l'autre bout du monde, etc. Donc, Ouais. je caricature quand je dis ça, mais dans la philosophie, c'est un élément qui est vraiment important parce que on arrive aujourd'hui dans des aberrations où tu as des éleveurs qui sont dans une peine pas possible, alors qu'ils font un excellent travail et qu'on va plutôt chercher des produits Oui, à l'autre bout à du leur monde parce que c'est détriment, beaucoup moins cher, exactement. ouais, Donc, ouais. en fait, c'est là où effectivement ça peut être un petit peu compliqué au départ, mais une fois que tu as ciblé ces éléments, déjà, c'est énormément de choses, bah, énormément de bénéfices en tant que Oui, tel. Là, je vais oui. parler vraiment à titre statistique et mondial. Donc, ça veut tout OK. et rien dire à la fois, mais tu as un rapport qui s'appelle le rapport Hitland-7 qui est sorti en 2019, qui est un Ouais. consensus d'experts, autant sur la partie scientifique, bah, pardon, sur la partie nutritionnelle que sur la partie écologique. Et ils évaluaient en fait, et notamment Springman, alors qui est un des auteurs assez controversé parce qu'il est très orienté pro végétal entre guillemets, voire Mmh mh. végétalien, etc. Mais Mmh. je vais pas rentrer dans le débat. Si on reste, on va dire sur les chiffres de manière générale, globalement, à l'échelle mondiale, de diminuer par 2 la consommation de fruits de produits animaux, notamment de viande, et multiplier par 2 celle de fruits et légumes, en fait, on gagnait quasiment 49% d'émissions de gaz à effet de serre sur la part alimentaire, en fait. Donc, OK. cette part alimentaire, c'est 22 à 35% des émissions de gaz si on parle en fonction du référentiel, en fait, si on donne une valeur, une échelle, quoi, globalement. Donc, c'est déjà, tu vois, très impactant. Mais ça voudrait Ouais. dire, encore une fois, à l'échelle mondiale, dans une moyenne, donc ça, à l'échelle de Oui, oui. l'individu, ça veut rien dire. Tout dépend de Oui, notre modèle de bien départ. sûr. L'autre aspect qui est important également, c'est le gaspillage.
en fait. Là aussi, c'est des choses Ok. qu'on a l'habitude de peu évoquer, mais le même consensus nous indiquait que, en fait, si tu diminuais par 2 le gaspillage alimentaire, tu gagnais 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est juste énorme. Sur la part alimentaire, hein, encore une fois. Et qu'est-ce que... Alors, j'ai plein de questions, c'est trop bien. On va parler du gaspillage. Qu'est-ce que moi, en tant que consommateur, je peux faire, à part peut-être ce qui est évident, à savoir ne pas jeter ce que je mange ou ce que j'achète, c'est peut-être ça. Mais il y a autre chose que je peux faire vraiment qui est concret pour éviter le gaspillage? Bah, oui, après, tu vois, ça dépend, quand tu dis ne pas jeter, c'est chez toi ou c'est aussi au restaurant. En France, en Ouais, moyenne, quand tu vas au restaurant, tu jettes 230 grammes d'aliments par client. En fait, c'est énorme, 230 grammes. c'est énorme. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire du doggy bag, c'est l'histoire en fait d'être sensibilisé sur le sujet. Et quand on parle de pas gaspiller, ça va au-delà de notre assiette chez nous, quoi. C'est dans la démarche de manière Donc quand je générale. vais au restaurant, par exemple, si je sais pas moi, ils me servent du pain et que j'en veux pas, je le dis à l'avance, histoire qu'ils me le mettent pas, ce genre de Exactement. choses-là, quoi. Oui, par exemple, tout à fait. Et puis le fait de simplement aussi être dans une démarche cohérente qui est que tu vas pas forcément aller acheter le produit le plus frais possible, tu vois, parce qu'il va avoir une durée de vie la plus longue, parce que tu vas pouvoir le manger rapidement. Et c'est un produit qui risque d'être jeté le cas échéant. On en revient aux filières courtes, directes, où en fait, c'est l'histoire des gueules cassées par Intermarché qui a mis en place un peu cette politique de communication. Je ne sais pas si ça te parle, mais il y a Alors quelques on l'a années. pas eu en Belgique de manière aussi forte parce qu'en fait, Intermarché n'était pas du tout développé jusqu'à il y a quelques années. Là, ça pousse un petit peu. Ok, donc en Explique. fait, ils ont valorisé les fameuses gueules cassées, c'est-à-dire les fruits et Ok. légumes qui sont pas standardisés en termes d'aspect C'est esthétique, bien ça. voilà, de fruits qui vont être piqués, etc. Et en fait, tu les achètes moins cher, mais en fait, déjà pour toi, c'est intéressant. Et puis, ils sont pas gaspillés. Et puis, c'est aussi des choses que tu peux mettre à l'échelle du producteur, encore une fois, parce que tu as tellement de déchets, en fait, des Ouais. producteurs, simplement parce que la pomme, elle répond pas aux standards. Donc, c'est même plus, en fait, quand tu es dans ton supermarché, si on parle d'Intermarché là tout à l'heure, mais simplement, en fait, directement auprès du producteur. Ils jettent parfois des quantités, mais incroyables d'aliments simplement parce que esthétiquement, ils ne correspondent pas à la norme qu'on attend de ce type de fruits et légumes. À l'échelle mondiale, c'est 41 tonnes d'aliments par seconde qui sont jetés. Donc c'est 1,3 milliard par an, c'est juste considérable. Ouais. Et voilà. Et bon, Ici, je pourrais dire plein de choses encore, donc ouais, 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 je mais vais on en va continuer. limiter. Ici, si tu veux, moi, j'ai déménagé un peu, alors pas du tout dans la campagne profonde, mais plutôt dans la campagne, tu vois. Donc, c'est-à-dire que littéralement, dans mon jardin, il y a des vaches. Donc, tu vois, voilà. Et c'est un peu le cas à tous les coins de rue. Et si c'est pas des vaches, c'est du maïs qui pousse. Ah bon, t'as compris l'idée. Et du coup, il y a comme ça ben, une petite ferme locale, que ce soit pour les pommes de terre et les carottes ou pour la vache qui broute l'herbe dans le jardin, etc. Et ici, ce matin, c'est assez marrant parce qu'au le jour où on enregistre, j'ai acheté 15 kilos de carottes, ce qu'ils appellent des carottes fourragères. Donc, qui sont moches, qui sont jaunes, mauves, il y a de tout. Et j'ai acheté 15 kilos pour 2,50 €. Ouais, c'est ça. C'est- Et le truc est sans intrants chimiques, il travaille que en bio, mais genre super carré, super strict. Et en fait, il dit bah oui, ça je peux pas les envoyer à tel grossiste, à tel ceci, je peux pas. Personne me les achète, donc je les mets là. Soit les gens les achètent pour genre leurs chevaux, etc. Soit comme moi, j'ai acheté ça. Et en fait, bah je vais trier. Alors oui, c'est vrai que je vais jeter une partie, ça c'est sûr, parce qu'il dit il y en a certaines qu'il faut rajouter, etc. Mais il dit, vous pouvez me retrouver peut-être un panais dedans, parce qu'on a une truc de panais juste à côté. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu as un produit qui est parfaitement de saison, qui est parfaitement local, qui est super bon en goût, et tu payes, enfin, tu vois, je sais plus, je n'ai pas fait le calcul, mais on est à quelques centimes à peine du Mhm. kilo, ce qui est quand Mhm. même assez ouf. Donc, effectivement, je voulais juste dire que parfois, il n'y avait pas besoin d'un gros effort. On pouvait Mhm. vraiment avoir des choses assez cool C'est pour ça que, directement. et puis encore une fois, l'effort, il est au départ. Le temps de structurer, en fait, ton approvisionnement, entre guillemets, de Ouais. trouver tes producteurs. Et une fois que c'est fait, et tu peux même aller plus loin, c'est le principe des AMAP historiques où tu vas, en fait, t'engager à acheter un panier tout au long de l'année, où tu vas Mmh. euh, auprès des éleveurs également. Tu vois, tu as des Oui. structures aujourd'hui qui ne tuent l'animal que quand Oui, que sur commande.
sur commande et quand Tout tout est à fait, vendu. Voilà, tu vois? tout à fait. Et là, on est C'est dans vraiment bien fait, ça, entre parenthèses, hein. et c'est juste logique. Quand tu prends un peu de recul, quand je dis logique, c'est du bon sens, Du bon mais au sens sens, ouais. vertueux du terme. Ouais. Et, et oui, ça demande des efforts, très clairement, au départ. Mais une fois que le système est installé, beaucoup moins. Et puis, tu vas aussi répondre à la logique de saisonnalité, qui est un autre levier sur lequel tu peux agir. Euh, c'est vertueux sur beaucoup de choses. Sur la partie nutritionnelle, on en avait parlé, je crois, la dernière fois avec les oméga 3 par rapport à ce que va manger l'animal, etc. Si on parle Oui, de ruminants, pour les œufs avec la poule, etc. Et donc, c'est gagnant pour tout le monde, tout le monde. globalement. Et c'est Ouais. juste qu'effectivement, il faut sortir de sa zone de confort, il faut réinstaller des habitudes qui sont pas simples parce qu'on a été dans le mécanisme inverse. Tu vois, je parlais des déchets. Là, quand on regarde les projections de 2050, on est à plus 160, non, plus 72% pardon, de déchets d'ici 2050 si on reste dans les mêmes comportements que ce qu'on fait actuellement. Et encore une Mmh. fois, à l'échelle statistique et mondiale. Alors qu'en fait, en divisant ne serait-ce que par deux, déjà, on a un impact qui est plus que significatif, en fait. Et OK. c'est un peu l'effet, tu vois, des petits pas ou boule de neige, c'est-à-dire que c'est chaque chose actionnée les unes à côté des autres qui sont pas forcément très compliquées à mettre en place, qui vont avoir au final un impact très, très significatif. Et j'ai envie de te dire, en fait, je réfléchis à ta question de tout à l'heure et quel Ouais. serait le plus facile, Ouais. le plus actionnable, bah, c'est simplement déjà de prendre conscience que ta carte bancaire, c'est certainement l'arme la plus puissante que tu as à ce niveau-là. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te refuses d'acheter un aliment qui n'est plus conforme en fait à tes valeurs, quelles À qu'elles tes soient, propres valeurs, ouais. et à l'échelle collective, ça va très 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 vite. Et on a des... Alors j'ai donné l'exemple de Yuka par rapport à l'application qui a fait, justement on parlait d'Intermarché, qui a fait changer des centaines de références en termes de Ouais. composition, simplement parce que il y avait des Les gens ne les achetaient questionnements plus. et les gens n'achetaient plus, ou en tout cas moins. Mmh. Et en fait, si collectivement on arrête d'acheter un aliment quel qu'il soit, c'est la meilleure façon pour faire réagir un industriel. Et quand on voit avec la période de confinement, de Covid, etc., à quel, à quel niveau on a été capable d'impulser des changements en aussi peu de temps, et il ne s'agit Ouais. pas de dire qu'il faut une pandémie pour Ouais, qu'on ouais. change, mais là on a été, par la force des choses, mis devant le fait Contraint, mais on accompli. sait bien la preuve qu'on peut le faire. Mais ça montre qu'effectivement, en très peu de temps, on peut avoir des impacts très importants. Les gens du confinement, on a réduit de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Alors forcément, toute l'économie, pas toutes, mais une partie s'est arrêtée, Ouais. etc. Mais c'est la seule année, en fait, depuis les années 70, c'est la Où ça seule descend. année où c'est redescendu. Et c'est reparti de plus belle après derrière. Donc ça montre qu'on peut fonctionner dans les deux sens, en fait. Et ça peut être beaucoup plus concret qu'on l'imagine, en fait. Par rapport à, alors je vais réagir à un peu quelques trucs parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent. Il y a cette expression en anglais qui s'appelle «vote with your dollars» et donc en fait, l'idée, c'est de dire que tu vas vraiment voter avec Exactement. ton portefeuille, tu vois? Et Exactement. vraiment dire, tu vas aller, comme tu dis, quoi, tu vas aller au supermarché, tu vas dire: «Non, ça, je l'achète plus jamais», tu vois? Et je trouve ça, je trouve que c'est un impact, comme tu l'as dit, qui parfois est un peu, sous-estimé, donc je voulais insister là-dessus. J'interromps rapidement le podcast pour vous présenter notre plan anti-inflammatoire de 30 jours. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le fait de manger équilibré, sain et anti-inflammatoire, simplement, probablement, parce que vous voulez quelque chose de pratique qui rentre bien dans votre vie. Eh bien, on a mis au point un menu de 30 jours où chaque repas est expliqué, il y a les recettes nécessaires et on a ajouté quelques conseils pour vous faciliter la vie, comme notamment la liste des quelques aliments à avoir en tout temps et même où les trouver. Vous pouvez retrouver ce plan anti-inflammatoire de 30 jours absolument complet dans la description et avec le code que je vous mettrai aussi juste en dessous, vous aurez même une petite réduction. Merci pour votre attention. On retourne sur le podcast. Par rapport aux aliments de saison, il y a, figure-toi qu'on a parlé du docteur Georges Mouton et il est venu il y a pas longtemps dans le podcast et lui-même vantait les mérites de l'alimentation de saison. Et là, par contre, pour la santé humaine, on ne parlait pas d'écologie, d'environnement, etc. Et il expliquait notamment le fait que du coup, tu allais créer un espèce de cycle dans ton alimentation qui allait permettre notamment d'éviter certains empoisonnements en certains antinutriments, etc. Mhm. Et donc, que c'était vraiment bénéfique, tu vois, de dire que, par exemple, tu mangeais des fraises pendant un mois, et puis tu mangeais des pommes pendant 3 mois, et puis quoi. Et donc,
tu te rends compte qu'en fait, manger de saison, c'est quelque chose qui a vraiment ce côté double impact, quoi. Tu as vraiment l'avantage des 2 côtés, même pour ta santé et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très sous-estimé, ou très mal communiqué. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, on m'a dit: «Il faut manger de saison, c'est bien pour l'environnement, machin, machin». On m'a jamais expliqué que c'était bon pour ma santé. Mmh. Et comme tu le sais, il y a vraiment cette règle qui est what's in it for me, qui est vraiment l'idée de qu'est-ce que moi je gagne dans la transaction, tu vois. Mmh, Et je mmh. pense que si on pouvait expliquer aux gens que, parce que tu vois, se projeter en 2125 et dire que la planète, machin, c'est compliqué, c'est abstrait. Mais quand je t'explique que tu vas éviter de t'empoisonner peut-être aux oxalates si tu manges de saison, tu vois, si je suis un peu sensible, si j'ai un peu des tendinites, si j'ai un peu eu des calculs rénaux ou machin, bah, c'est plutôt, tu vois, Mmh. c'est plutôt cool et je peux faire gagner tout le monde en fait. Clairement, et c'est en fait, il y a même plein de choses qu'on pourrait dire autour de ça, ne serait-ce que par rapport à l'insuline. En fait, c'est quand Mhm. même une hormone, bah, que tu connais bien, que moi voilà, comment dire, que je considère énormément aujourd'hui par rapport aux recommandations qu'on peut proposer. Et en fait, la résistance à l'insuline qui se met en place par rapport à notre mode de vie, que ce soit lié à l'alimentation, à la sédentarité, aux contaminants. On parlait des contaminants, en fait, ça va jouer sur le risque d'insulinorésistance, comme la dette de sommeil, le stress chronique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ça ferait sortir du cadre à ce niveau-là. Mais pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le mécanisme de résistance à l'insuline est celui qui nous permet ou qui nous a permis de survivre au cours du temps en fonction des saisons. C'est-à-dire que Mhm. selon la disponibilité énergétique et notamment en aliments glucidiques, donc selon la saison, c'est-à-dire en période estivale où tu vas avoir des fruits, etc., en fait, ça va te permettre de stocker beaucoup plus facilement des nutriments, et en l'occurrence des graisses, dans la perspective d'une saison où tu auras moins de disponibilité alimentaire et donc que tu pourras aller capter davantage. Et là où c'est passionnant, et où ça demanderait du temps de développement, c'est que quand tu le corrèles au métabolisme de la vitamine D, à la mitochondrie en particulier, au cycle de la mélatonine et justement aux disponibilités, selon les moments, en fait, tout est hyper cohérent. Et donc ça, c'est très rassurant d'un point de vue de la biologie quand tu vois plein de choses qui convergent un peu vers la même orientation. Donc voilà, je dis tout et rien en même temps quand j'évoque ça, mais Est-ce que tout tu ça, peux m'expliquer par rapport à l'insuline, oui. comment on pourrait expliquer ça simplement, d'expliquer pourquoi manger de saison pourrait m'aider dans la régulation finalement de ma résistance, non-résistance ou sensibilité du coup à l'insuline. Alors aujourd'hui, non, parce que Ok, tu as du on en a chauffage pour 3 heures. l'hiver. Non, 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 Ah c'est pas oui, ça. d'accord. C'est Ok, aujourd'hui après, ok. on peut le faire en moins de 3 heures, mais en tout cas, on n'est plus face aux mêmes contraintes Oui. énergétiques. On n'a plus de risque de pénurie alimentaire, ou sauf événements particuliers, sauf des personnes qui vivent malheureusement dans des contextes où ils n'ont pas accès à l'alimentation. Mais Mm. c'est heureusement une minorité par rapport à la plupart des populations, entre guillemets, occidentales ou autres. Donc, en fait, on n'est plus du tout confronté au risque. Donc, Oui. en fait, ce qui nous a aidé à un moment donné, pour faire simple, en fait, la résistance à l'insuline, c'est quand tu as une mitochondrie qui a un flux, notamment de glucose, qui est tellement important, en fait, qu'elle n'arrive plus à le capter, pas à le capter, je le caricature quand je dis ça, à l'utiliser. C'est-à-dire que ce qui crée le fonctionnement de la pompe à ATP à la fin de la chaîne respiratoire mitochondriale, c'est le gradient de concentration qui existe au niveau de l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Je vais essayer de ne pas être Mhm. trop technique, mais tu me poses la question. Donc Ouais, ouais, bien sûr. Et donc, en fait, ce gradient, il doit être présent, ni trop ni trop peu. En fait, si c'est trop peu, pénurie énergétique, etc., et tu as une synthèse d'énergie qui va être potentiellement altérée à long terme. Si le gradient est trop important, le risque, c'est de créer un stress oxydatif et d'altérer le fonctionnement de la mitochondrie. Donc, un des mécanismes De salvateurs, défense finalement. Ouais. c'est effectivement de dire, je vais fermer les vannes, comme ça, le glucose, il va rester à l'extérieur, je vais gérer mon gradient de concentration comme il faut, je vais bouger, donc je vais extraire cette énergie, et à partir de là, je pourrais refaire rentrer du glucose et tout ira bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a un flux de glucose qui est permanent par notre alimentation, Mhm. couplé au fait Spontané. que voilà, ça ne sort pas assez de l'autre côté, au sens où on se dépense plus suffisamment. Donc on crée des hyperpolarisations membranaires qui sont associées à cette résistance à l'insuline et qui sont le point de départ de beaucoup de troubles métaboliques, voire de pathologies, par excès de stress oxydatif. Parce qu'en fait, on met notre mitochondrie en souffrance. Donc,
quand tu es en période de pénurie alimentaire régulière et en fonction des saisons, en fait, ce mécanisme d'excès de glucose, il va te permettre de fabriquer du gras, tout simplement. C'est-à-dire que Mhm. on va garder l'énergie, on va pas la perdre, puisque justement, c'est un mécanisme de survie. On va le stocker sous forme de triglycérides qui seront disponibles à un moment où il y aura moins d'alimentation. Et c'est quelque chose de biologique qui fonctionne, entre guillemets, très bien quand on est dans un environnement qui est... Quand on a plus ou moins d'alimentation versus on en a tout C'est le temps ça. en abondance, plus savoir Et, qu'en faire. et puis tu y associes le froid, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du tissu adipeux brun, les mitochondries vont utiliser l'énergie pour produire de la chaleur, là où aujourd'hui on n'a plus besoin de le faire. Donc c'est pour ça que je dis le contexte n'est plus du tout le même, mais le mécanisme biologique, lui, est resté à ce niveau-là. Comme pour le foie gras, quand je dis le foie gras, je m'entends la stéatose hépatique, Oui. c'est-à-dire l'accumulation, je fais un peu de caricature là-dessus, mais en fait lié à l'excès de consommation de fructose d'origine industrielle. Moi je dis souvent le fructose, en fait, c'est notre sucre de la survie. C'est-à-dire que justement, pourquoi il permettait de faire du gras? Parce qu'il était associé à une forte consommation, notamment de fruits, dans une période où il Au y avait une bon moment. disponibilité alimentaire. Et donc, ça nous permettait de le stocker pour pouvoir l'utiliser par la suite. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas les fruits qui posent problème au sens du fructose. C'est tous les aliments ultra transformés qui font qu'on est parfois à plus de 100 grammes par jour de fructose qui sont assimilés sans matrice alimentaire, c'est-à-dire sous forme liquide, en grande Oui. quantité. Et là, le foie, il est complètement dépassé et il provoque une stéatose hépatique. Alors que historiquement, c'était un mécanisme adaptatif et qui était associé à plein d'autres notions que je ne vais pas développer là, mais sur la synthèse de vitamine C, sur le taux d'acide urique, qui est un composé avant tout antioxydant plus que responsable de la Mhm. goutte, etc. Et je m'arrête là. Mais en Mhm. fait, c'est juste expliquer qu'il y a plein de choses qui sont liées et qu'en fait, quand on va creuser en détail, ce qui là aussi est très rassurant, c'est que ça a un sens biologique et notamment par rapport à la saisonnalité, si on revient sur le Tu sujet. retrouves une cohérence, en fait, par exemple, dans le fait donc de manger de saison. Tu le retrouves autant dans le côté voilà, éthique, environnemental, etc. Mais tu le retrouves vraiment, comme tu dis, dans l'histoire, toi, Mm. que tu fais, finalement, de la biologie humaine. En, en partie malheureusement, parce qu'on a, malheureusement, heureusement, c'est pas le sujet d'ailleurs, mais parce Mhm. que notre environnement a évolué. Donc en fait, Ouais. la question ne se pose plus, Oui, oui. mais elle avait un sens historique en tout cas. Mm. Ok. Alors, tu parles de filière courte et c'est un peu compliqué, je trouve, de définir ça parce qu'effectivement, bon voilà, manger à 5 kilomètres de chez soi à l'heure actuelle, c'est fini. C'est quoi une filière courte raisonnable? Est-ce que pour moi qui vis en Belgique, c'est France, Belgique, Pays-Bas? Ou est-ce que c'est je vis dans la région de Liège et je dois manger dans la région de Liège? Tu vois ce que je veux Mm. dire? Mm. C'est quoi le. Avec peut-être certaines choses qui sont plus possibles que d'autres aussi, tu vois? Euh, Moi, si je veux manger des amandes, je peux toujours courir pour en trouver des locales. Donc voilà, je veux dire, c'est ça la discussion aussi, tu vois. Mais tu vois, bon, les carottes, elles poussent à côté de chez moi. Mm. À ton avis, c'est quoi filière courte, entre guillemets? Mm. Peut-être que des amandiers, dans quelques années, vous en aurez en Belgique, hein, avec Ouais, ouais, les ouais, ouais, changements. ouais. Donc Avec les c'est nous qui changements, ouais, c'est viendrons ça. en chercher, en On fait. aura des avocats dans 3 ans. Donc c'est une très bonne question à laquelle je vais être complètement incapable de répondre, en fait. Ok, Parce qu'effectivement, on est sur un concept, en fait. On n'est pas ouais. sur un élément concret. Euh, et je pourrais dire accessible en moins de 24 heures, etc. Mais ça n'aurait pas de sens. Donc c'est Ah oui, parce que 24 heures, ça peut venir en ouais, avion du Costa Rica, c'est hein. pour ça. Ouais, Donc ouais. j'aurais pas de réponse, tu vois, très Ok, clairement. Mais si on veut être concret, c'est une très bonne question, ouais, clairement. ok. Mm. Donc là, c'est finalement faire, comme tu disais, je trouve que tu avais eu une bonne phrase que je ne vais pas réussir à répéter dans le premier épisode qu'on avait eu ensemble. Finalement, c'était de dire chacun place la barre là où lui le souhaite. Et déjà faire un peu, c'est beaucoup mieux que rien, tu vois. Mais Et pardon. c'est très déculpabilisant et je trouve ça aussi très cool. Parce que souvent dans l'environnemental, que ce soit dans le carnivorisme, dans le véganisme, dans tout ce qu'on veut, c'est très culpabilisant, tu vois. Très, très culpabilisant. C'est vous ne faites pas parfaitement, donc vous êtes nul. Mm. Et ça, c'est un truc avec lequel moi j'ai un gros problème. Complètement. Et je te rejoins dans le sens où, de toute façon, qui est capable aujourd'hui de faire parfaitement? Enfin, Ouais. moi, pas du tout. C'est-à-dire qu'on a tous nos contraintes, on essaie tous de faire du mieux possible. Et je rebondis un peu sur ta question en te disant que je suis pas capable d'y répondre. C'est que, en fait, quand tu me posais la question, je réfléchissais à cette notion, en fait, multifactorielle, qui est que Mm.
ta notion de filière courte, elle va avoir plus ou moins de sens en fonction de ce que tu fais par ailleurs. C'est-à-dire si tu as déjà, entre guillemets, un modèle qui est irréprochable et que tu vas aller chercher un peu plus loin tes aliments, ton impact global sera beaucoup moins important que quelqu'un qui, tu vois, est très court, mais qui à côté fait moins attention. Ouais. Et je pense que c'est ce qui effectivement aussi est rassurant dans ces enjeux-là, c'est que on fait comme on peut, mais l'idée, c'est de raisonner système et globalité. C'est-à-dire, je ne vais pas faire parfait sur mon alimentation, sur mes gaspillages, etc. Je vais rester dans le cadre de l'alimentation, mais on peut le retranscrire dans plein d'autres domaines. Mais Mhm. la somme des éléments fait qu'effectivement, au final, tu auras un modèle qui sera tout à fait cohérent. Mais comme en activité physique, tu vois, tu peux être un hyper spécialiste de l'ultra-endurance, tu peux faire que de la muscu, tu peux faire que tu vois, j'en sais rien, peu importe Oui, oui, on le se type. comprend, ouais. Mais Mhm. l'idée de te dire qu'est-ce qui fait que tu vas être en bonne santé, c'est que tu vas être polyvalent, en fait, Oui, sur ces différentes filières. Tu ne seras pas le meilleur dans la discipline concernée, mais oui, par contre, c'est un tu peu le auras point une de vue du CrossFit, globalité. hein. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Et tu Mm. seras Qui très dit, cohérent. Donc pour moi, la question des enjeux écologiques, c'est aussi ça. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je ne fais que de te parler d'un aspect qui sont les gaz à effet de serre. Mais si on y rajoute l'eutrophisation, les changements d'affectation des sols, etc., il y aurait plein de choses qu'on pourrait dire qui fait qu'on va perdre tout le monde en très peu de temps parce que ouais, c'est tu peux. trop. C'est trop, exactement. Oui, Et ça demande je du suis d'accord. temps et des strates. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est abstrait. Et le cerveau, il est programmé pour quoi déjà? Pour la survie. Donc ça veut dire quelque chose de concret, d'immédiat, Ouais, d'individuel. palpable. Ouais, Exactement. Là, nous, ouais. aujourd'hui, quand tu parles d'enjeu écologique, tu parles d'abstrait, tu parles de collectif, tu parles de long terme, ce pourquoi, en fait, on n'est pas du tout programmé en tant que tel. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça nous demande un effort qui est Ah très oui, oui. important Ah oui, parce oui, je suis que d'accord. parce que c'est Mais pas c'est la notre. même chose. Tu faisais le point de vue avec le sport et finalement, c'est pareil. Tu vois, je parlais de ça dans un autre podcast où je dis, tu vois, quand tu vas expliquer à un gars de 20 ans qui digère tout ce qu'il veut, qui fait 3 fois du sport et qui se sent en pleine forme, ou qui arrête même le sport et qui ne sent pas vraiment les conséquences de ses actes, tu lui dis, oui, mais attention, quand tu auras 50 ans, tu vois, c'est comme tu dis, c'est à long terme, c'est abstrait, what's in it for me, quoi. Mm, c'est Et ça. puis, tu te fais rattraper. Et en parenthèse, j'ai vu ce matin une petite capsule de Denzel Washington, donc acteur Connu. afro-américain bien Mm. connu, qui disait à un autre gars, il dit, t'as quel âge? 52 ans. Il dit, c'est maintenant, mec, c'est maintenant. Moi, j'approche des 70. Moi, c'est maintenant que c'est dur. Maintenant, c'est la guerre qui dit. À 50 ans, c'est le moment de se préparer pour la guerre. Parce qu'à 70 ans, c'est la guerre avec ton corps. Alors va faire du sport, qu'il lui dit. C'était vraiment Eh excellent. Et oui. on n'a pas 70 ans, toi et moi, mais je pense qu'on sent quand même bien qu'on est un peu moins percutant qu'à 22, 25, etc., etc. Moi, je vais pas rebondir sur l'âge, mais effectivement. Mais tu vois, au niveau de la masse musculaire, quand tu perds 0,5% après 40 ans, effectivement, tu te rends compte qu'à 43, ça va pas te changer grand-chose. Par contre, à 55 ou à 60, effectivement, l'addition, elle peut être importante, d'autant plus que c'est un système qui s'accélère et qui est pas Ouais. fatal, au sens où, effectivement, à partir du moment où quand je dis fatal, je m'entends au sens fataliste du terme, hein, Oui, oui, c'est tu peux faire tu peux quelque chose, inverser, quoi. Tu peux agir, oui, c'est et puis ça. tu peux Ouais. même être plus performant au sens musculaire que tu ne l'étais à 30 ans parce que tu as mis en place un système qui fait que tu vas préserver justement toute ta masse musculaire, ta santé. C'est juste qu'il y a un critère, entre guillemets, aujourd'hui qu'on ne peut pas maîtriser, c'est effectivement l'âge. Peut-être que demain, ça sera le cas, mais Ouais, donc là, on n'y est pas encore. c'est un élément et puis à charge à nous en fait de travailler sur les autres facteurs pour que notre balance globale elle soit positive. Donc, on en revient Mm. toujours un peu, tu vois, à la même chose de cette balance finale globale. Et je crois que c'est comme dans le monde de l'alimentation sur le côté nutritionnel, parce Ouais. qu'effectivement, si tu dis à quelqu'un d'avoir le modèle parfait, bah, soit la personne elle tombe dans l'orthorexie, voire davantage, soit effectivement elle laisse tomber parce que c'est trop Ah compliqué oui, oui, par oui. rapport à son référentiel de départ. Donc la stratégie des petits pas, elle fonctionne très très bien à plein de niveaux. Et dans l'écologie, c'est pareil. Et d'autant plus qu'on est confronté à des aspects collectifs, ce qui nous concerne moins quand on parle de nutrition, où là, pour le coup, voilà, c'est avant tout le côté individuel qui Tout à fait. l'emporte en tant que tel. Donc ça complexifie encore plus la question, quoi.
On va faire un petit jeu du coup ensemble par rapport aux compléments alimentaires. Ça tombe bien que tu parles de sport parce que je vais te poser une question là-dessus aussi. Ça va venir. Euh, je voulais te mettre au défi de me proposer un top 3. Alors, tu vas peut-être me dire que c'est les moins pires de nouveau, mais on va essayer que ce soit les meilleurs cette fois-ci. Euh, Vers quel complément alimentaire est-ce que je me tourne de base, fondamentalement, si je pense que je veux prendre soin de ma santé et que c'est compliqué d'obtenir ces besoins-là dans l'alimentation, dans l'environnement, etc. Finalement, est-ce que tu aurais, toi, un espèce de podium, ou peut-être que c'est 4, 5, tu me diras, mais vraiment des choses qui sont essentielles. On a Mhm. chacun un peu nos trucs. Je vais te donner un exemple très concret. Le docteur Mouton, il dit, on ne dose pas le magnésium, on prend du magnésium, tout. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas possible d'en avoir assez. Donc, voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ait raison ou tort, mais c'est un peu l'idée, en tout cas, de la discussion que je voulais avoir avec toi. Mhm. Alors, par définition, elle est relative. Tu vois, pas ta question, Ouais. mais la réponse va être relative parce qu'elle dépend de ce que tu mets déjà en place, de ton besoin, donc de ton mode de vie, de ta Mhm. génétique, etc. Donc, c'est toujours un sujet pour moi qui doit être très prudent, en fait, Oui. à ce niveau-là. Et j'ai en tête tu vois, des patients qui sont trompés de dosage, par exemple, sur la vitamine D. Et notamment une personne qui était une femme enceinte et qui a pris quasiment 30 000 UI de vitamine D par jour pendant Mhm. quasiment toute sa grossesse. Parce qu'en fait, elle s'était plantée Ok. au lieu de 3000, si tu veux. Donc 10 fois la dose. Et en fait, son taux plasmatique de vitamine D, il était à peine dans la norme basse, si tu veux. Parce qu'il Oh. y a un polymorphisme génétique il y a beaucoup de polymorphisme génétique autour du métabolisme de la vitamine D. Il y a des Ouais. questions sur le marqueur qu'on utilise pour le dosage. Il y a des questions autour des transports de la vitamine D. Il y a des questions autour de l'hydroxylation, c'est-à-dire de l'activation de la vitamine D au niveau du foie, au niveau des reins, etc. Donc en fait, il y a la théorie et il y a la réalité De biologique chaque de personne. l'individu. Ouais. Et donc, on peut travailler sur tous les abacs, on peut utiliser tous les référentiels qu'on veut, et tu auras toujours beaucoup de personnes qui seront en dehors des référentiels, soit en valeur basse ou en valeur haute, Ou en valeur haute, ouais. et en fait qui iront très bien. Et tu sais, c'est le principe de loi de Gauss, c'est-à-dire quand on crée des besoins de population, de facto, on écarte 2,5% de la population qui a des besoins À inférieurs et droite et à gauche. 2,5%. Ouais. Voilà. Donc ça fait quand même quelques millions de personnes si on parle de la population Oui. française. Donc c'est quand Mhm. même loin d'être anodin. Ouais, Donc, c'est ouf. tu vois, avant de répondre à On ta prend des gants. question, c'est hyper important parce que, effectivement, et je suis d'accord, quand tu me posais la question, le premier minéral que j'allais te donner, le premier nutriment, c'est le magnésium. Parce Ok. qu'aujourd'hui, statistiquement, encore une fois, je parle que de statistiques, mais sur des modèles occidentaux, en gros, on apporte 100 à 120 mg de magnésium pour 1000 calories. Et quand tu sais qu'une femme aujourd'hui sédentaire, entre 20 et 40 ans, elle mange à peine 2000 calories, un homme à peine 2500, Mhm. tu prends un besoin qui va évoluer, alors souvent on parle à peu près de 6 mg, 6 à 8 mg par kilo de poids corporel par jour. Mhm. Tu regardes le delta, il est quasi présent chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas assez de magnésium par rapport à notre besoin, d'autant plus que ce besoin, il est augmenté par notre mode de vie, sur le stress chronique, sur un certain nombre d'éléments, etc. Donc oui, je suis d'accord au sens où quasiment tout le monde aujourd'hui a intérêt à avoir Bénéficierait. exactement. Ok. Après la question tu vois, de la forme, du sel à utiliser, etc. Alors, j'allais te demander, ça m'intéresse beaucoup, quelle forme privilégier? Alors, il y en a plusieurs en fait. Et là aussi, tu vois, ça dépend du critère qu'on regardera, mais sur la notion de biodisponibilité, les bisglycinates aujourd'hui ont été très bien documentés globalement. On a les taurinates, on a les malates, les citrates sont moins bien assimilés, mais par contre te donnent cet effet en fait de tampon potentiel qui peut être intéressant pour limiter la fuite urinaire de magnésium. Donc en fait, c'est la globalité là aussi qui va être intéressante à regarder. Et tu as une publication intéressante qui est sortie il y a quelques années, qui est une des très rares qui traite en fait de la notion de biodisponibilité des sels de minéraux, et Ok. notamment là c'était de magnésium, mais de manière indépendante, c'est-à-dire sans être associé à un laboratoire Un labo. ou autre. Et ce qui ressortait, c'est que si tu as une visée neuro ou une visée musculaire,
tu n'avais pas les mêmes bénéfices en tant que tel. Mais Ok. globalement, malate, taurinate, bisglycinate, c'est vraiment le trio qui ressortait. Glycérophosphate est bien assimilé aussi, sauf que tu as une notion d'excès de phosphore qu'on a aujourd'hui dans notre alimentation, Ok. notamment par les fertilisants, les additifs, si on revient un peu au sujet tu vois, global, mais aussi par excès de consommation de produits laitiers. Bon, il y a plein de raisons à ça. Donc moi, le Ok. glycérophosphate, pour cette raison, je le mets plutôt de côté. Donc voilà, le trio que je peux donner à peu près, ce Hmm. sera plutôt là. Bisglycinate, malate, taurinate. Ouais, c'est ça. On prend. Ou citrate, mais là, il y a un effet. En fait, le problème des magnésiums, c'est ils ont un effet osmolaire qui peut être important, des sels de Oui. magnésium, donc un Hmm. effet laxatif qui fait Et que, donc le citrate, on sait qu'il est quand même plus laxatif. ouais, c'est ça. D'où Ok. l'idée aussi de fractionner au maximum la prise au cours de la journée pour éviter d'avoir un effet de charge en fait d'un seul coup. Si tu prends Ok. 3, 4 fois, voire tu dilues dans l'eau, t'as des sticks aujourd'hui qui existent et que tu peux boire à longueur de journée. Chez des gens sensibles au niveau digestif, ça peut être plutôt un élément intéressant, quoi. Et la vitamine D, on en fait Alors, quoi? vitamine D, là aussi, j'ai envie de te dire, c'est tellement lié au mode de vie. C'est pas un problème alimentaire, en fait, c'est un problème de mode de vie. Ah oui, oui, on est d'accord. Voilà. Ouais, oui. Et donc, oui, on manque quasiment tous de vitamine D pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas assez à l'extérieur. On met pas le nez Donc, dehors. voilà. Ouais. Mais là, je mets vraiment un mais parce que et notamment dans le dernier livre, j'ai exploré très, très en détail le sujet. C'est qu'il y a énormément de polymorphisme génétique et notamment sur les ApoE dont on parlait tout à l'heure. On sait Oui. on a quelques données parce que c'est aussi un reflet partiel des flux migratoires, donc de la coloration de la peau. En fait, sur la peau, par exemple, sur la pigmentation, avant, on associait un effet direct. C'est-à-dire qu'en gros, plus la pigmentation était élevée, plus il y avait une régulation importante. Mais il y a pas mal Pas de... forcément. Non, il y a pas mal de limites qui sont tombées aujourd'hui dans les dernières publications. Mais tu vois, typiquement, quelqu'un qui a une pigmentation plus foncée au niveau de la peau va avoir tendance à avoir des taux plasmatiques plus bas. Par rapport au référentiel qu'on va utiliser en laboratoire, ça va être considéré Mhm. comme un déficit, voire une carence. Sauf qu'ils ont des efficiences de transport à travers une protéine qu'on appelle la VDBP, pardon, je ne dis pas de bêtises, Mhm. qui est cette efficience donc, est plus forte, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à mieux les transporter, à mieux transporter cette vitamine D que des personnes qui auraient une pigmentation plus claire. Ce qui fait que finalement, le référentiel devrait être plus bas pour ces personnes. C'est pas parce qu'ils ont des taux plasmatiques considérés C'est ça. comme faibles qu'ils sont réellement On devrait en prendre finalement une déficit. moyenne différente pour eux, en fait. Potentiellement. Et je mets des Mhm. hypothèses parce que, encore une Ah fois, ouais. il y a rien de conforté dans tout ça, mais c'est quand même une tendance qui se dégage, si tu veux. Donc, et là où la pigmentation de la peau avant était plus liée à une question de protection, notamment contre le cancer de la peau, etc. Et aujourd'hui, il y a plein de sujets passionnants sur la protection de la vitamine B9, en fait, parce Ok. que c'est une vitamine qui est très liée à la reproduction, en fait. Et donc, on le sait, par exemple, chez une femme enceinte qui va être déficitaire en vitamine B9, on a un risque important pour le développement du bébé, ce qu'on appelle le défaut de fermeture du tube neural, le spina bifida. Donc, on supplémente quasiment toutes les femmes en vitamine B9, Ok. mais on a aussi intérêt à apporter de la vitamine B9 chez les hommes par rapport à la fertilité, parce qu'aujourd'hui, on a des taux de vitamine B9 qui peuvent être bas. Et je vais me disperser sinon, donc je ne vais pas rentrer Oui, dans oui. plus de détails, mais tout ça pour revenir à la notion de pigmentation de peau, qui aurait potentiellement des raisons, entre guillemets, aussi de protection de certains minéraux ou certaines vitamines, pardon, si je parle de la vitamine B9, et Ok. revenir à la logique de la vitamine D qui est pas aussi simple on pourrait l'imaginer. Mais en Et tout donc, cas, oui, dans l'idée, ça veut dire que ça ferait quand même partie de ton top, mais oui. ce serait à doser peut-être différemment pour chacun. Oui, ou en tout cas doser une fois. C'est-à-dire, Ouais. ce qui va être intéressant, c'est de connaître la cinétique d'évolution par rapport à une supplémentation. Ok. C'est-à-dire que si effectivement, naturellement, tu as un taux qui est bas,
Donc, Mhm. tu te supplémentes, tu vérifies 3 mois après. Alors après, ça dépend de la saison à laquelle tu vas te supplémenter, bien sûr, si c'est en plein été ou en plein Plein hiver. soleil, ouais, bien sûr. Ouais. Mais voilà, en sortie d'été, si on parle de France ou de Belgique, et sans dire qu'il y aura des changements d'ensoleillement selon les deux pays, mais voilà, je Ouais, ne vais ouais. pas rentrer dans le Ça débat. dépend d'où, ça Ouais, dépend d'où, hein, parce que ok. les gens qui vivent dans le nord, quand même, apparemment, ils sont pas beaucoup mieux lotis que nous. Ouais. Puis moi, je suis en Bretagne, donc si tu veux, je ne vais pas non plus rentrer trop dans, C'est dans le ça. sujet. Pas non plus. Mais donc voilà, si on parle de l'hiver par exemple, Hmm. et que tu prends 4000 UI de vitamine D par jour, et que tu as une cinétique qui fait que tu montes rapidement ton taux, tu connais un petit peu justement ta capacité, ta posologie que tu vas pouvoir utiliser d'une année sur l'autre, si tu C'est as ça. un mode de vie qui est à peu près similaire. À peu près similaire, ouais. Et donc ça te donne une valeur étalon qui est intéressante. Donc moi j'aurais tendance en général à conseiller d'avoir au moins une première mesure, une Oui. mesure après supplémentation, en ayant une fenêtre suffisamment importante pour pas avoir le biais de la supplémentation en tant que telle, et de là se baser sur l'intérêt ou non de supplémenter systématiquement, quoi. Ok, ok. Très intéressant comme point de vue un peu différent par rapport à la vitamine D. Mm. Est-ce que tu en as un autre qu'on pourrait, voilà, tu parlais de courbe de Gauss, ben pour on va dire les 80 plus % du centre, est-ce qu'il y a autre chose sur lequel vraiment se concentrer? Eh ben, les fameux oméga 3 dont on a aussi beaucoup parlé. Ok, oui, 98% de la population est déficitaire en oméga 3 à longue chaîne aujourd'hui. Donc ouais, forcément, quand tu fais le calcul statistiquement, quasiment ouais, il n'y a tout le pas monde photo. a intérêt à en prendre. Et je parle bien d'oméga 3 à longue chaîne et non pas simplement d'oméga 3. Parce que là aussi, Hmm. il y a des différences, et encore une fois, qui s'expliquent par des polymorphismes génétiques qui sont liés à notre évolution. Et on sait que selon les, les fonctionnalités des enzymes, en fait, qu'on appelle les désaturases, on aura une capacité plus ou moins importante à synthétiser des oméga 3 à longue chaîne. Donc, Mhm. pour faire court sur les formes finales d'oméga 3 qui nous sont utiles, effectivement, quasiment tout le monde aujourd'hui est déficitaire en oméga 3. Donc, Comment est-ce que je peux vérifier ça? C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon profil acide gras, mais euh, comment est-ce que je vérifie si j'ai finalement assez d'oméga 3 dans mon alimentation? Est-ce que j'ai un test que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? ce que tu as fait, un profil en acide gras érythrocytaire. Donc, Et le but, c'est de voir les oméga 3 ou plutôt le rapport oméga 6, oméga 3? les deux, Les deux. voire plus. Je dis, le profil en acide gras, Oui, il est beaucoup plus large, hein. c'est un Beaucoup, très beaucoup très plus bon large. mouchard, en fait, non seulement de tes apports lipidiques, mais aussi de la métabolisation de tes apports, Mhm. si tu veux. Et donc, typiquement, par exemple, là, si on parle de ces éléments-là, on va regarder le ratio entre les précurseurs oméga 3, oméga 6. Donc, si je parle un peu plus technique, hein, c'est l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique. Ouais. Et on va regarder les taux de PA et de DHA, de PA et Oui. d'acide arachidonique, pardon. Donc, EPA sur ARA. Et en fait, tu as des personnes qui vont avoir des très bons taux des filières végétales, donc acide alpha-linolénique et Oui. acide Mais qui ne linoléique. Quand je dis convertissent très pas. bon taux, je m'entends un bon Oui, ratio oui. d'oméga 3, mais qui pour autant auront un ratio perturbé au niveau arachidonique et EPA. Alors ça peut s'expliquer peut-être parce qu'ils ont à côté des apports alimentaires importants, notamment en produits animaux d'élevage intensif qui apportent beaucoup d'acide arachidonique, Mhm. mais on le retrouve aussi parfois chez des personnes qui sont véganes ou végétaliennes ou autres. Donc là, ça montre un défaut de métabolisation. Et puis on a d'autres acides gras intermédiaires dans la filière des oméga 3 et des oméga 6 qui nous permettent aussi d'y voir plus clair. Mais là, après, je risque de rentrer dans un peu trop de technique. Oui, 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 Et oui. voilà, ce qu'on appelle le GLA, le DGLA, donc ça, en fait, le profil en acide gras, il nous permet d'avoir une visibilité assez Ok. précise, en fait. Donc, pour l'avoir fait, ça coûte quand même un peu un pont. Je sais pas en France comment on commençait, mais chez nous, ça m'a coûté genre 150 euros, tu vois, un truc comme ça. Ouais, tu as Par plutôt contre, j'ai quand même appris beaucoup de choses. 80-90 euros sur un profil en acide gras complet. Aujourd'hui, tu as des Ok. labos qui C'était il y a font. quelques années, il faut voir. Mais en tout cas, enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant, finalement, de pouvoir constater l'impact de mon alimentation d'une part, et aussi, comme tu disais, pouvoir voir comment moi, j'allais processer ça. Du coup, on va faire une digression, si tu le permets. Et je voudrais te parler. Alors, ça va être compliqué pour toi de ne pas faire une digression de 45 minutes, mais on va essayer. C'est le challenge. Allez. Euh, je vais te raconter une petite histoire à propos de mon cholestérol et tu vas me donner ton avis. Donc,
j'ai entrepris de suivre une alimentation un peu sur le principe animal-based du docteur Paul Saladino, qui en est un fer de lance. Donc, le principe, c'est quoi? C'est de trouver une majorité de ces apports caloriques en produits animaux et le reste en fruits, un peu de miel, etc. Mais donc, on enlève un maximum les légumes, les tubercules, etc., pour, dans la logique, tu sais, d'enlever les antinutriments, voilà. Et comme j'étais dans une démarche où je faisais des recherches à propos de ma propre alimentation, moi, je préfère toujours tester et observer les conséquences. Je suis allé par là pendant, je dirais, une année pour arriver à tester le carnivore sur 40 jours et puis à revenir en arrière pour réintroduire des fibres, etc. J'ai fait tester mon cholestérol tout le temps depuis 10 ans. Je le fais en fait régulièrement, surtout quand je fais des changements alimentaires comme c'est un peu drastique pour suivre. Donc je fais ma thyroïde, ma vitamine D, mon cholestérol, etc. Et notamment la thyroïde et la vitamine D, parce que ce sont des choses sur lesquelles moi j'ai eu des problèmes par le passé. Et j'amène ma prise de sang, donc les résultats de ma prise de sang à mon médecin qui me dit c'est grave. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un taux de cholestérol aussi élevé. Il dit, je comprends pas, t'es sportif. Le mec, il faut savoir que mon médecin a plus de 60 ans. Donc, quand il te dit qu'il n'a jamais vu ça, il a une belle carrière derrière lui. Tu connaissais ta valeur, tu t'en rappelles? Alors, j'étais quasiment à 600 de cholestérol total. Alors, voilà, pour ceux qui écoutent le podcast, la tête d'Anthony valait vraiment le coup. T'as fait une tête genre, quoi? Donc, forcément, on m'a envoyé chez un cardiologue, tout le truc et tout, pour être sûr que tout allait bien. Donc, le cardiologue, bon, voilà, il me dit, voilà, on peut prendre des statines, on peut pas. Je dis, alors moi, hors de question. D'abord, on fait des changements alimentaires et puis on voit un point de décision après. Tester quand même mon cœur, etc. Forcément, tu te doutes bien qu'avec le sport que je fais, il m'a dit, vous avez un cœur de increvable, vous ne risquez rien maintenant, mais faites quand même gaffe, ça peut se cumuler et créer des problèmes. Et donc, je passe en mode changement alimentaire, en mode, OK, go, baisse du cholestérol. Un mois plus tard, je teste, j'avais diminué de 30%. Et un an plus tard, j'ai retesté et j'avais divisé par 3. Okay. Mais quand donc j'étais revenu en changeant ton alimentation, c'est-à-dire en changeant mon alimentation, en revenant cholestérol sur un total. produit moins carnivore, c'est ça? Alors, pas forcément, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que j'ai gardé... Alors, j'ai plus mangé totalement carnivore, ça c'est tout à fait vrai. Okay. Mais je garde des produits animaux tous les jours, quoi. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, pareil, en fait, je retourne chez le médecin qui me dit, je n'ai jamais vu une baisse pareille non plus. Tu vois, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait forcément tout un tas de recherches. J'avais envie de comprendre ce qui se passait. Il y a la théorie des Lean Mass Responder, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, sauf si toi, tu connais, que tu veux en parler. Donc, ce seraient des gens en fait, qui restent assez minces, etc., mais qui répondent énormément en fait, à l'apport en graisses saturées et qui montent très, très haut en cholestérol, mais qui baissent aussi très, très fort quand ils diminuent les graisses saturées, etc. Je vais te proposer un exercice qui est vraiment difficile, mais c'est quoi ta théorie derrière? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? En fait, faudrait plus d'éléments pour te répondre concrètement. C'est pas assez. Mais déjà, est-ce que tu sais ce que tu es en termes de profil ApoE? T'es E4? Alors, je l'ai su après. D'accord. Alors, c'était quoi ta suspicion? C'est quoi? Tu es E4? Alors, je suis Apo E3, E4. Ok, donc en fait déjà, voilà. sur des profils E4, homozygote E4 essentiellement, mais là tu es E3, E4, donc effectivement tu sais que tu peux avoir une réactivité qui peut être plus importante. Oui, selon le docteur Mouton, les E3, E4, on les considère comme des E4. Et donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, ce sont donc des génotypes finalement qui sont très peu adaptés aux graisses saturées. Et qui réagissent au niveau du LDL cholestérol, notamment, ou du cholestérol total, davantage. Extrêmement par rapport à la fort. fraction alimentaire. Ouais. Et en plus, si tu veux, moi j'ai arrêté de manger des produits laitiers pendant très longtemps. Et pendant ma période carnivore, j'en ai réintroduit un peu trop. Et d'ailleurs, ça m'a causé des troubles digestifs, inflammatoires, etc. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai testé ma CRP qui était montée. Alors que très très bas, hein, c'était pas grand chose. Mais elle était toujours, tu sais, en dessous de 5. Tu sais, le truc où ils te mettent 0, quoi, à peu près. En fait, souvent ta CRP, on la considère à partir de 5 comme significative et inférieure à 5 non significative. Mais pour le CRP US, après, on a plus de précision, ultra sensible.
pour ça qu'il faudrait Alors, connaître. j'ai pas la data Ouais, exacte ici, il faudrait que je regarde dans mes prises de sang. Si je me souviens bien, j'étais à 3,4, ce qui est pas ouais. incroyable, Ah mais bah ce qui est si, quand même ah si, si, ça veut dire qu'il y a une inflammation de bas grade à 3-4, tu vois? Donc exactement, mais très qui par clairement. contre a toujours été à 0 et qui est revenu à 0 depuis. Enfin à 0, tu sais, Mmh, ils disent en dessous de 0,01 ou 1 mmh. ou enfin, tu vois? Vraiment pas grand-chose, quoi. Donc ça prouve bien qu'effectivement, j'ai vraiment créé une réaction très forte à ce Le type d'alimentation. L'autre question que j'allais alors, parce qu'effectivement, il y a la question de l'ApoE, il y a la question de l'état inflammation de bas grade, en fait, à bas bruit, et le taux de LDL oxydé, c'est-à-dire d'anticorps anti-LDL oxydé. Est-ce que ça, tu l'as dosé? Alors, pas à l'époque, je l'ai dosé Et voilà, et depuis. ben, en fait, clairement, c'est ce Ouais, qui aurait été très intéressant de connaître sur ces éléments-là, parce que, en fait, déjà, dans l'évaluation du risque hétérogène, on sait que c'est beaucoup plus le niveau de LDL oxydé et oxydé, oui. donc de dosage d'anticorps anti-LDL oxydé qui est à considérer que simplement le LDL. Et effectivement, si tu as un taux d'anticorps anti-LDL oxydé qui est élevé, alors ça reste une théorie, mais on aurait un effet de contre-régulation, c'est-à-dire de synthèse accrue de LDL pour compenser en fait la baisse de fonctionnalité du OK. LDL qui a été oxydé et du coup qui ne joue plus son rôle. Ça reste hypothétique, mais c'est une hypothèse qui est quand même assez cohérente en tant que telle. Il y a un autre aspect qui est le microbiote. Il faut savoir que tu évacues à peu près 300 mg de 100-300 mg de cholestérol par jour par le cycle entéro-hépatique et donc par les acides biliaires. Mmh. Et le cholestérol va être métabolisé dans ce qu'on appelle le coprostanol. Et on a certains profils bactériens qui sont plus ou moins capables, en fait, quand je dis bactérien, je m'entends au niveau du microbiote Oui. intestinal, de créer cette métabolisation au niveau des acides biliaires secondaires. Je ne vais pas rentrer dans tout conjugué, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et en fait, c'est des profils de bactéries qui sont dites résistantes à la bile, et donc qui sont des bactéries qu'on retrouve chez des gens qui sont plus carnivores. Et en fait, compte tenu en fait de la nature de ton microbiote initial, tu peux aussi, face à une alimentation hypercarnée, favoriser certains profils Mmh. bactériens qui vont impacter potentiellement ton cholestérol. OK. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs pistes. Ouais, mais c'est bien, c'est intéressant. Mais par contre, ce que tu évoques là, alors déjà ton profil APO, et si tu as une CRP qui était à 3-4, c'est encore une fois synonyme d'une inflammation de bas grade qui peut être la résultante pas forcément du côté carnivore, mais de ce que tu n'apportais pas dans ton alimentation, Ça peut. potentiellement d'un impact sur ton microbiote intestinal et aussi sur ta régulation de stress oxydatif qui peut t'amener en fait à des Oui. désordres à ce niveau-là, quoi. Donc pour ça que je dis il faudrait plus d'éléments, mais Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, j'avais fait exprès, de, hein, de cacher un peu le reste et cetera, parce que même je t'ai même pas parlé des changements alimentaires que j'ai faits et cetera, mm, donc voilà. Mais effectivement, donc la première chose que j'ai faite et ça je l'avais fait bien avant de tester mon cholestérol, c'est que j'ai retiré les alors pas tous les produits laitiers, mais quasiment. C'est-à-dire que maintenant ils sont extrêmement occasionnels, là où en fait pendant le carnivore, j'étais passé de pas du tout à une fois par jour à mm, 2 plus et ça, clairement moi ça me réussit pas ni en termes d'inflammation, ni en termes de ouais. digestion, ni enfin voilà, Bah, rien du tout, ça typiquement ça sur fonctionne pas du tu vois, tout. des ApoE4, c'est ce qu'on va retrouver assez fréquemment, quoi. Mm. C'est ça. C'est-à-dire que je peux clairement manger un peu de produits laitiers et encore, parce que depuis mes problèmes intestinaux, le lactose ça reste très compliqué. Euh, et alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai coupé mes acides gras saturés par. Il faudrait que je fasse le calcul, mais à mon avis par 10. Puisqu'en carnivore, à un moment donné, voilà, les acides gras saturés sont légion, d'autant plus que j'avais introduit des produits laitiers. Et voilà, ça a été vraiment une différence radicale. Et j'ai continué à tester tout autour, tu vois. Par contre, donc ma CRP, ma thyroïde, enfin, j'ai continué à être vraiment très prudent avec tout le reste. Et voilà, je rassure tout le monde, tout va très bien et tout va d'ailleurs encore mieux maintenant. Et puis, Et ce qui est ça m'amène. intéressant aussi, c'est de, Ouais, de savoir ce que tu as rajouté quand tu as diminué ta charge, tu vois, en acides gras saturés, etc. Parce que absolument, c'est là où, entre guillemets, sur les composés protecteurs, absolument. sur je ne sais pas, les oléagineux, les fruits, les légumes, à voir ce Ouais. que tu as réintroduit, Alors, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'après un mois, en fait, j'avais pas réintroduit grand-chose, dans le sens où je voulais pas non plus choquer mon microbiote. Parce que pour ceux qui l'ont testé, quand tu manges plus de fibres du tout et que tu en réintroduis, il faut quand même y aller doucement, parce mm, qu'au début, le système, il est pas prêt. Donc, je suis allé très, très progressivement. Ce que j'ai réintroduit au début, ça a été donc du riz blanc, de l'avocat et des myrtilles. Alors, pourquoi l'avocat? Parce qu'en fait, c'était un peu le moyen de réintroduire une forme de fibre, mais qui pour moi, en tout cas, est très douce.
Et puis doucement, j'ai réintroduit les carottes cuites. Et puis, j'ai fonctionné comme ça. Mais ah oui, et un peu plus de poisson, un peu moins de, comme je t'ai dit, forcément de viande et plus de produits laitiers. Et en un mois, j'étais déjà descendu de 30%. Donc, il y a vraiment, je pense que chez moi, c'était principalement les acides gras saturés et les produits laitiers qui posaient problème. Et effectivement, depuis, j'ai une alimentation qu'on va qualifier de beaucoup plus équilibrée, entre guillemets, puisque je mange des végétaux, des produits animaux, je mange oléagineux, je n'en mange plus pour le moment, ou très peu. Mais clairement, il y a une grosse différence. Et d'ailleurs, je voulais te poser une deuxième question par rapport à ces fameux tests sanguins, par rapport à la HbA1c. Alors, HbA1c. hémoglobine Hémoglobine glyquée. glyquée, merci. À ton avis, c'est quoi une bonne valeur? Le docteur Mouton propose quelque chose par rapport à l'âge. Est-ce que toi, tu as une... Comment est-ce que je peux savoir que je suis dans le bon? Parce que souvent, tu vois, c'est comme la fameuse CRP où ils te disent en dessous d'autant, au-dessus d'autant, mais tu vois bien que dans l'ultrasensible, il y a quand même plus de nuances. Donc voilà, par rapport à cette fameuse hémoglobine glyquée, c'est quoi une bonne valeur quand je fais mes tests sanguins? Ouais, et puis surtout, avoir aussi à l'esprit que ton hémoglobine glyquée, c'est le reflet de plusieurs mois, en fait. Donc, C'est bien pour pas le ça que ça reflet. m'intéresse. Voilà. Donc, idéalement, c'est plutôt inférieur à 5. Bah, tu vois, c'est des valeurs. Alors, je sais pas si ça reprend un peu ce que tu as eu sur d'autres podcasts par rapport à ça. Mais Non, là, t'es dur. je dis l'idéal. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, le docteur Mouton, lui, il parle de 5, sa décennie moins 1, parce que selon lui, ça peut évoluer avec l'âge. Mais donc, ça voudrait dire que pour quelqu'un comme moi, donc je suis dans ma 4e décennie, donc ce serait juste tolérable jusqu'à 5,3, si mes calculs sont bons. Je suis dans ma 4e décennie, ouais, c'est ça. Mais du coup, pour toi, c'est déjà élevé, 5,3. Non, là, on est là, tu me parles d'idéal, entre guillemets. Oui, d'accord. Puis tu vois, entre l'idéal et l'optimal, et en fait, c'est juste en réponse aussi aux normes de laboratoire qui, elles, vont être plus hautes. Et en fait, on a tendance à considérer l'existence du risque à une valeur qui est, pour le coup, élevée. Un Tu peu vois, trop tard. et voilà. Et donc, en fait, c'est entre les deux que ça va être intéressant de voir, et ces histoires de normes de santé. C'est-à-dire que, effectivement, il y a l'idéal d'un côté, il y a le risque de l'autre, et puis après, il y a là où tu peux placer le curseur. Et effectivement, si tu es à 5,3, 5,4, etc., tu vas être considéré totalement dans des normes, si tu veux, et qui ne vont pas du tout jusqu'aux valeurs qu'on estime à risque en tant que telles. Maintenant, quelqu'un qui a tu vois, une hémoglobine glyquée à 6, 6,5, etc., on n'est plus dans la même histoire. Donc, en fait, on raisonne plus dans les mêmes valeurs, quoi. Je sais pas si j'ai été clair par rapport Oui, à je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a un truc qui est, je pense, assez mal connu par la population générale, que d'ailleurs moi j'ai appris seulement par mes propres recherches, hein, c'est quelque chose qui n'est pas du tout expliqué, c'est qu'en fait la plupart des valeurs de laboratoire sont finalement des moyennes de la population. Et donc le problème, c'est que si tu testes une population malade, tu as des valeurs qui sont potentiellement trop tard. On le voit par exemple aux États-Unis où ils estiment que plus de 80% de la population a un problème de résistance à l'insuline. Et tu dis, on va mesurer la fameuse hémoglobine glyquée et on va évaluer des normes par rapport à une population qui est globalement malade et genre factuellement malade. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et comme tu le dis, c'est là l'idée en fait d'avoir des médecins qui vont interpréter un peu plus que les valeurs du labo, enfin que les normes plutôt du labo, et dire non, mais attention, ça c'est déjà un peu tard. Il faut déjà prendre les choses en main maintenant, avant justement d'atteindre, comme tu disais, le 6,5, le 7, etc. quoi. C'est un peu ça la logique. Et c'est en fait important aussi d'avoir à l'esprit que ces normes, elles ont été établies pour écarter des risques majeurs. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure sur des... Alors là, on est sur une donnée relative au sens où, effectivement, on peut discuter des décimales ou autres, mais si on parle de vitamine D, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, de ferritine, de vitamine B9, de B12, etc., en fait, on va regarder d'un côté le risque de carence, c'est-à-dire on parle même pas de déficit fonctionnel, mais véritablement de carence et des risques de troubles associés, et de l'autre côté, le risque d'excès en tant que tel.
Et typiquement, on a des hypervitaminoses, on a des situations même par rapport aux minéraux, etc., qui peuvent poser problème quand effectivement tu as un excès important. Mais là, on est dans des normes Des extrêmes. extrêmes. Ouais. Et être dans les normes de santé ne veut pas forcément dire, tu vois, d'être... Être en pleine santé. C'est ça. merci Non, Dieu. mais c'est ça. Mais c'est exact, mais c'est complètement la logique. C'est-à-dire que la pleine santé, ça va être quoi? Ça va être une norme basse qui sera moins basse, très probablement, que la norme Mm. du laboratoire inférieur et qui sera peut-être moins haute que la norme supérieure. Après, c'est très dépendant en fonction du micronutriment. Donc, quand je dis ça, Oui, je oui, peux être oui. faux en fonction de ce qu'on considère, mais c'est plus Oui, dans oui. la logique et dans l'état d'esprit. Et ça, malheureusement, les normes de santé, aujourd'hui, elles ne sont pas proposées. Elles commencent à l'être par certains laboratoires qui sont assez, justement, assez orientés dans la démarche préventive, de la médecine intégrative, de la médecine fonctionnelle, etc. Donc, ça commence à arriver et c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, de savoir que tu n'es pas carencé, de savoir que tu n'es pas en excès, ne veut pas dire que tu es dans la norme optimale, en fait. Et je parlais de la ferritine, par exemple. Tu vois, alors, ça dépend aussi des pays. C'est là où tu te dis qu'il y a quand même une Oui, incohérence quelque aberration part. totale. Parce que Oui. tu vois, selon les pays, tu peux être Ah oui, considéré oui, comme oui. carencé ou dans des taux qui sont OK. Alors, voilà, après, il y a là aussi plein de choses à dire, mais je vais pas rentrer dans le sujet. Mais ta ferritine, si tu as une ferritine qui est à 25, globalement, on va considérer que tu n'es pas carencé au sens d'une anémie ferriprive et que tu n'as pas à bouger, entre guillemets. Par contre, Ouais. une ferritine à 25, tu es déjà dans une norme basse. Et en sachant que dans un accompagnement, si tu arrives à doubler déjà ta ferritine pendant 6 mois, c'est très bien. Donc, tu dois déjà réagir. Alors, ça dépend si tu es une femme non ménopausée, tu es un sportif, etc. Mais Bien sûr. globalement, quand tu es à 30, 35, déjà, il faut réagir. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément Ok. supplémenter, mais en tout cas, il faut avoir un point de vigilance qui peut être lié à ton microbiote. Bon, il peut lier à beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça doit être un voyant Attention, rouge quoi. qui te Ouais. dit, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Si tu attends d'avoir une ferritine qui est à 13, à 8, etc., pour réagir, bah, en fait, ta ferritine, elle est dans les chaussettes depuis très longtemps, hors cas spécifique, hein, bien entendu. Là, je parle d'un déficit qui s'installerait au cours du temps, qui fait que tu aurais dû réagir beaucoup plus tôt, ou tu aurais pu en tout cas, et tu n'aurais pas eu les effets aussi qui sont liés à la cinétique de remonter en fait d'une valeur Oui, correcte. parce que si ça prend 6 mois à doubler et que je pars de 8, ça va être beaucoup plus Exactement. compliqué que si Oui. je pars de 35, quoi. Alors, quand je dis ça, c'est empirique, hein, doublé en 6 mois, mais tout ça pour dire que Ouais, c'est une cinétique qui est très longue et c'est ça, surtout et c'est qui ça. est très dépendante, et ça aujourd'hui c'est de plus en plus documenté, de la nature de ton microbiote. C'est pour ça Hmm. que dans les dernières publications, on est sur une supplémentation 1 jour sur 2. Parce qu'en fait, tu te rends compte que si tu apportes trop de fer et trop souvent, en Ok. fait, tu vas induire le message à ton microbiote et puis qui est relié, entre guillemets, qui est en interaction avec une protéine qu'on appelle l'epsidine. Je ne vais pas là aussi rentrer dans trop de détails, qui fait que le fer a un rôle très 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 important dans le monde microbien. Donc là aussi, sans rentrer dans les détails. Et donc c'est un message qui dit il y a beaucoup de fer, donc on a intérêt à réduire en fait l'assimilation Oui, pour éviter les effets de cet excès de fer. Et donc en ok. fait, tu vas apporter beaucoup de fer en grande quantité, qui va être très mal assimilé et qui va avoir 2 conséquences. La première, c'est que tu vas altérer l'intégrité de ta muqueuse intestinale. Donc, tu vas accroître, en Mhm. fait, le risque de malabsorption au sens, tu ne seras pas dans une valeur qui sera, dans une biodisponibilité qui sera optimale. Et par ailleurs, tu vas induire via ton microbiote un effet de régulation, de contre-régulation, au sens où Ok. tu vas réduire encore une fois l'assimilation. Donc, on est plus dans une logique de se dire on apporte des petites quantités biodisponibles 1 jour sur 2. Après, on peut y rajouter la lactoferrine, ou après, il y a plein de protocoles qu'on Mhm. pourrait développer autour de ça, que d'apporter une grosse charge d'un seul coup. Et en fait, Ok. pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es face à une anémie ferriprive, et effectivement, tu as une ferritine qui est à 8, bah, qu'est-ce qu'on va faire classiquement? On va t'apporter Se des bombarder très de grandes fer. quantités de tardiféron, ferrograde, de sulfate de fer ou des formes qui sont mal assimilées et qui vont potentiellement te faire entrer dans un véritable cercle vicieux. Donc l'intégration de la norme de santé, elle est très importante. Et cette Ok. norme de santé n'est pas forcément les normes de laboratoire extrêmes d'un côté ou de l'autre, quoi. Parmi les compléments alimentaires, je voulais quand même te demander si tu en avais un. Et là, je vais te demander un seul pour les sportifs.
Parce que j'ai J'allais pas dire. fini d'ailleurs. Si tu m'as dit 3, Ah, mais si on avait dit 3, on était bien. Alors, il y avait ouais, magnésium, vitamine D, oméga 3. Maintenant, si tu veux en ouais, ajouter un, on est à l'écoute, hein, attention, hein. Non, non, vraiment, si ouais. tu penses qu'il y en a un qui est essentiel en plus, vas-y, hein, surtout vas-y. Il y a un débat autour de la vitamine C. En fait, tu as pas mal OK, d'auteurs qui considèrent que le besoin physiologique serait plus de 500-600 milligrammes, ce qui est beaucoup plus que nos recommandations. oui, Et même si tu as un modèle qui est optimal, sur un modèle méditerranéen, des filières courtes, produits frais, etc., tout ce qu'on évoque depuis le début, tu as quand même du mal à dépasser les 300-400 milligrammes. Donc il y a un différentiel de 200, à peu près 200 milligrammes qui ferait que certains auteurs considèrent que ça serait une supplémentation à apporter chez quasiment tout le monde, il faut quoi. absolument que je me fasse l'avocat du diable, je t'avais dit que je le ferais. Hem, Vas-y. hem, comment on explique que certaines personnes, je dis bien certaines personnes, qui sont une minorité de personnes, j'insiste lourdement, survivent en carnivore pendant, 20, 30 ans, 40 ans et se sentent même très bien comme ça. Du coup, avec un apport en vitamine C qui est bien, bien inférieur à ça. L'explication de la communauté carnivore que j'ai entendue, c'est que puisque tu n'as pas les antinutriments des végétaux, tu n'as pas besoin d'autant de vitamine C pour compenser. Euh, Est-ce qu'on a une explication ou est-ce qu'on est que dans le monde de l'hypothèse? Là, pour le coup, on est dans le monde de l'hypothèse, Ok. si tu veux. Il y a la vitamine C, c'est un large débat. Alors, je suis désolé, je dis Hmm. ça à chaque question que tu me Non, mais on poses, est d'accord. De toute façon, la mais nutrition est un large débat, on est bien voilà. d'accord, hein. Il n'y a pas Et besoin la de... vitamine C, en fait, tu sais qu'on a perdu notre capacité à synthétiser de la vitamine C. Alors, il y a quelques millions d'années, hein, on remonte bien au-delà de Sapiens en tant que tel, ce qui Oui. s'explique aussi puisqu'en fait, ça nous permettait d'utiliser le glucose pour d'autres voies que simplement la synthèse de vitamine C. Et il y a pas mal d'hypothèses sur l'origine de la perte en fait d'activité enzymatique pour la synthèse de vitamine C, Mhm. notamment chez les hommes, chez les chauves-souris. Bon bref, il y aurait plein de choses à raconter autour de ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des variations de besoins effectivement de vitamine C qui sont importants, qui peuvent s'expliquer en partie dans notre génétique, en partie liées aussi à notre stress oxydatif global. Et Mhm. ça n'expliquera pas pour autant quand même ce que tu indiques là, mais c'est la même chose du côté vegan. C'est-à-dire que quand tu regardes la théorie, tu as un risque de déficit ou de carence qui va être important sur un certain nombre de micronutriments. On parlait de l'EPA et du DHA, les oméga 3 à longue chaîne. Ah oui, oui. Chez des gens qui ont un certain polymorphisme génétique et qui sont véganes, on pourrait se dire qu'ils seraient quasiment tous carencés en oméga 3 à longue chaîne. Sauf que tu as des personnes qui ont des valeurs qui sont très bonnes, comme tu as des personnes qui mangent n'importe comment et qui ont des valeurs très bonnes. Tu vois, Complètement. et il y a des personnes qui mangent très bien et qui ont Et malgré pas tout du des tout. déficits, etc. Donc c'est là où on en revient toujours à l'humilité, de se dire, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas, en tout cas moi le Ah oui, premier. je suis entièrement d'accord. On a des hypothèses plus ou moins probables, plus ou moins fortes, qui sont plus ou moins confortées par la littérature, mais c'est là où la notion de polymorphisme génétique, de variabilité individuelle, voilà, prend tout son sens, si tu veux. Et Ok. pour moi, le danger, il est d'extrapoler d'une situation, d'une personne ou d'une communauté à quelque chose d'universel. À Et la là, population globale. Je suis entièrement exactement. d'accord. Et, Ah et ouais. ça, pour le coup, mais Quoi dans que tous ce les soit sens, hein. d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Et, et- Ah ouais. et ça, je m'en méfie pour le coup énormément, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord. Euh, tu n'as pas arrêté de parler de publications, tu vois, dernières recherches, ceci, cela. Donc, je pense que tu te tiens bien, bien, bien au courant de ce qui se passe, ou en tout cas, tu essayes, parce que je pense que c'est à peu près impossible de suivre le train parfaitement, vu Non. la vitesse à laquelle ça va. Euh, j'ai vu que tu avais lancé un processus de formation. Et alors, donc je suis allé voir, hein, je t'explique. Je suis allé voir, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si je comprends bien, dis-moi si j'ai bien compris sur le site internet, il y a un processus de formation, mais il y en a un qui est même pour finalement les enthousiastes de la nutrition. Je n'ai pas besoin d'être médecin ou nutritionniste pour pouvoir prendre part et y trouver du contenu intéressant. C'est ça l'idée? Oui, bah c'est alors là aussi pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la littérature scientifique. Le dernier bouquin, voilà, dont je parlais tout à l'heure, j'ai Mhm. effectivement plus de 10 000 publications parce que j'ai mis plus de 10 ans à compiler au sens rédactionnel de ces éléments-là et bien Ouais. plus à les lire au fur et à mesure, etc. C'est un travail effectivement permanent.
C'est-à-dire qu'on est dans un vrai bouleversement aujourd'hui de compréhension de la nutrition, de la biologie, du microbiote dont on parlait, des polymorphismes génétiques, et qui font que, en fait, tu dois être en alerte permanente. Quand je dis tu dois, il n'y a aucune obligation, mais en tout Oui, cas, oui. si tu veux rester on va dire actuel dans tes recommandations, tu as besoin de mettre le nez dans les publications. Et moi, j'y suis tous les jours. Après, c'est aussi un peu comme l'activité physique, hein, tu vois, quand Ouais, tu t'y habitues, c'est un besoin au sens. c'est ton Mais quotidien, quoi. voilà, et Ouais. c'est passionnant parce que ça permet de créer des liens avec beaucoup de choses. Et effectivement, en dehors de l'université, en fait, il y a une petite dizaine d'années, j'avais beaucoup de demandes de professionnels de santé qui se disaient, mais comment je peux mettre en pratique ça? Comment je peux gérer une consultation? Voilà, comment je peux passer de la théorie à la clinique, à la prise en charge des patients? Et je me suis dit, bah, je vais faire quelques jours de formation, tu vois, pour compléter ça. Et au début, c'était 8 jours. Et puis, je me dis, bah, ça suffit pas, justement, pour ces notions, d'aller un peu plus dans la précision à chaque fois. Et puis, je suis passé à 12 jours, et puis à 20 jours, et puis à 40 jours. Et là, on est à plus de l'équivalent de 70 jours de formation. Donc, ça commence à devenir consistant, effectivement. Costaud, ouais. Mais tu te rends compte que tu as effectivement beaucoup de personnes qui ont envie d'apprendre à bien manger, entre guillemets, même si voilà, on pourrait mettre plein de choses derrière le terme bien, mais en tout cas de s'informer, parce qu'aujourd'hui, on Mhm. a une lacune d'information, on a une lacune d'éducation, et on a un surplus de, j'ai envie de dire, d'influence. Ouais, parce on n'a pas une lacune d'information, on a un surplus d'informations. Le problème, c'est qu'on a une lacune, pour moi, de savoir, de Oui, compétences, de gens qui sont pertinents. c'est juste, et puis surtout de capacité de discrimination de l'information. En fait, Ouais, et moi, faire le c'est tri. vraiment tout Hmm. l'objectif de cette formation, c'est de rendre les personnes autonomes. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a tout un module sur l'analyse critique de littérature, donc plutôt pour les gens Excellent. qui veulent aller justement découvrir ce monde fabuleux qui est le monde de la littérature scientifique. Mais en fait, plus tu prendras de la hauteur et du recul, plus tu pourras aussi t'éloigner des croyances, des dogmes. Et pour ça, il faut être armé de connaissances fondamentales. Et en fait, effectivement, le premier niveau par rapport à la formation, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, autant, alors toi, tu es très expert sur le sujet, mais tu as plein de personnes qui ne sont pas professionnelles, qui connaissent bien mieux la nutrition que beaucoup de professionnels, en fait, et qui Ouais. ont envie d'aller un petit peu plus loin, ou des personnes qui ont envie justement, de rentrer dans du détail parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé une personne qui peut les accompagner, etc. Et parfois, sur les éléments fondamentaux, on n'a pas besoin d'être accompagné. En fait, on peut apprendre de nous-mêmes, et c'est pour ça qu'effectivement, ce premier niveau, il est ouvert à tout le monde. Et puis après, il y a une évolution, et d'où les Oui, termes de. j'ai vu que le niveau 3, je pense, ou 2B, je ne sais plus, est prévu pour 2026. Donc, Oui, tu as vraiment une vision de long terme avec ça. parce que je suis dessus depuis 1 an, et que j'en ai encore pour 2 ans de tournage, en fait. Parce qu'en C'est fait, ça. c'est un format qui est dit blended learning. Donc, on associe du e-learning, de la visio et du présentiel. Et du Et, présentiel, ouais. et avant, je faisais tout en présentiel. Mais sauf que, encore une fois, la densité d'informations Non, c'est plus et, possible. et la volonté, tu vois, de rentrer dans cette nuance fait qu'effectivement, si je veux faire quelque chose de qualitatif, et c'est vraiment mon souhait, c'est sans prétention, mais à ma hauteur, d'apporter la meilleure qualité possible, et ben effectivement, ça me demande 3 ans, et uniquement de tournage, De tournage, ouais. d'actualisation, etc. Synthétiser, Alors que mettre à jour. j'ai des dizaines de milliers de slides, si tu veux. Ça fait ma première formation, je l'ai commencée en 1999. Je me rappellerai Ah, toujours. mais c'était avant-hier, dis donc. 25 ans. Exactement. Donc, tu vois, j'ai eu le temps de compiler un certain nombre de données, mais pour autant, bah, là, je passe un temps incroyable à refaire en permanence, en Mais parce que fait. tu dois remettre à jour en plus. Enfin, parce Mais que c'est ça, 1999, c'est avant-hier, et à la fois 25 ans dans la recherche actuelle, t'as l'impression c'est que énorme. c'est ça, t'as l'impression que c'est le dernier millénaire. Enfin, Mais tu vois, en chaque mode, année, ils ne savaient rien, ces gens-là. Tu vois. chaque année, en fait, tu es obligé de reprendre tout ce que tu as vu parce que Ouais. ça bouge énormément, et c'est encore une fois passionnant. Après, mon rôle, bah, c'est d'essayer de filtrer au maximum ces éléments-là pour les retranscrire, et puis avec des niveaux de profondeur différents selon la sensibilité des uns et des autres, quoi. Donc, en tout cas, c'est Où on se rend l'objectif. compte d'autant plus qu'en fait, avoir des grandes vérités dans l'alimentation, c'est quand même un peu une connerie, quoi. Parce que quand tu vois déjà
Alors déjà toi qui es à un niveau d'expertise intergalactique, tu me dis à chaque fois, oui mais attends parce que quand même la nuance de ceci, de cela, tu vois, et, et en fait tu as envie de te dire mais c'est quoi ces raccourcis qu'on veut prendre? Et là en fait on a eu beaucoup de débats, enfin moi j'en parle régulièrement dans les podcasts et j'en ai parlé dans une conférence que j'ai faite récemment où en fait c'est parce que c'est beaucoup plus simple. Mm. C'est beaucoup plus simple que je te dise si tu manges A, tu auras le résultat B. Sauf qu'on sait que c'est faux, en fait. Mm. On peut dire, et ça je le dis maintenant tel quel, je dis, chez la plupart des gens, chez une majorité, tu vois, j'essaie d'être très... je En prends beaucoup fonction de de ce qu'on gants, tu connaît vois. aujourd'hui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je dirais que, Mm. attention, dans 5 ans, je dirais peut-être autre chose, parce qu'il y a 5 ans, je disais autre chose. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a quand même vraiment cette nécessité-là, et d'où j'apprécie finalement la façon de ta démarche, ça ne se dit pas, mais tu m'as compris, Oui. qui est d'être dans cette logique de mise à jour constante, en fait. À dire, mais non, on pense qu'on sait ça, mais si demain c'est remis en cause, c'est pas un dogme, en fait. Tu vois? Parce que quand c'est dogmatique, par contre, ça ne peut pas bouger. Bah, Tu ne peux c'est la pas définition. dire dans la religion, mais oui, c'est ça, C'est la ça ne peut définition du pas dogme. bouger, sinon ton dogme s'écroule. Mm. Et ça, c'est Exactement. vraiment le gros problème que j'ai avec les gens qui ne sont pas capables ou pas qui ne sont pas capables, qui ne veulent pas dire j'ai eu tort, parce que pour eux, ça veut dire que le dogme s'écroule. Mm. Ça, c'est pas possible. Et j'allais rebondir sur ça, de se dire, en fait, si 20% de ce qu'on dit aujourd'hui est encore vrai dans 10 ans ou dans 20 ans, eh ben, c'est très bien, parce que ça veut dire que sur 80%, on aura avancé, on comprendra mieux un certain nombre d'éléments. Et c'est ça qui est important. C'est pas de se dire que d'un point de vue de l'ego, en fait, on a besoin d'être celui qui sait, parce que par définition, on est dans un monde qui est dynamique, Ah a oui, fortiori dans et celui surtout maintenant, ouais, ouais, de c'est ça. la nutrition. Donc, ayons juste l'humilité de se dire, voilà ce que j'ai compris aujourd'hui sur la base de ce qui est disponible. Et peut-être que ça sera alors complètement faux, peut-être pas, mais en tout cas nuancé et contrebalancé par d'autres éléments. Et c'est très bien comme ça, parce que ça veut dire on a avancé. Et c'est quand même juste l'idée, en fait. C'est pas d'avoir raison, c'est de progresser. En tout cas, c'est un peu ma ligne directrice, quoi. C'est quoi ton ambition personnelle? Quand je dis ambition personnelle, peu importe que ce soit de l'argent ou pas, enfin tu dis ce que tu veux, mais c'est quoi ton ambition personnelle de la création de cette formation? C'est quoi ta vision? Tu sais, ton waouh, pourquoi tu as fait ça? Tu vois, qu'est-ce qui te drive? Parce que c'est un putain de travail que tu nous as mis là en place. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es Ouais, pas ouais. dit, je vais écrire 3 lignes et je vais demander à ChatGPT. Tu vois, tu Mm, as bossé comme un ouf. mm. Donc, Et qu'est-ce encore. qui te drive là derrière? C'est une très bonne question, mais j'ai envie de te dire que pour moi, la transmission, c'est un élément qui est arrivé très Ouais, tôt. C'est pour ça que je parlais de mes premières formations en 1999. J'étais tout gamin, etc. J'avais même pas fini mes études, que je me suis retrouvé un peu devant le ok. fait accompli, etc. Et en fait, je devais pas être trop mauvais sur le sujet. Et en fait, j'ai découvert cette conviction, j'ai envie de te dire, de la transmission. Et en fait, plus, en tout cas me concernant, plus j'apprends et plus c'est de la matière pour transmettre. Pour Et enseigner, ouais, je suis je te le d'accord. disais tout à l'heure, c'est que moi, la finalité, c'est de rendre les personnes autonomes, en fait. Ok. Autonomes C'est dans leur choix. l'autonomie de chaque Et- personne dans le choix. Exactement. On se rejoint, c'est pour ça, à mon avis, qu'on s'entend si bien aussi vite, Et parce je que te je suis rajoute, entièrement d'accord. Et je te rajouterais, et je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, autonomie et humilité. Donc humilité, ça veut dire nuance, ça veut dire discernement, ça veut dire connaissance, le savoir dont tu parlais. Après, on peut distinguer la connaissance du savoir, mais c'est là aussi autre chose. Mais en fait, la nuance est vraiment très très importante. Et pour ça, ça veut dire qu'on doit aussi maîtriser notre discernement dans un monde aujourd'hui où en fait on fait un peu tout pour ne plus avoir ce discernement. Et je resterai dans le monde de la nutrition parce que c'est notre sujet, mais c'est un élément qui pourrait se développer sur d'autres aspects. Et, et c'est pas simple parce qu'on a complètement mis de côté en fait. Tu vois, la base de l'alimentation, ne serait-ce que dans l'éducation des Mhm. enfants, etc. Donc c'est pas simple. Mais pour te répondre, alors, bien sûr, tu as la prise en charge thérapeutique des patients, un accompagnement individuel, et c'est aussi un élément passionnant, c'est un autre rôle, mais Mhm. vraiment celui de la transmission, c'est C'est ça qui te fait vibrer. complètement, mais dans cette idée, encore une fois, d'autonomie et de discernement, parce que je crois que c'est une des valeurs
plus fortes, voilà, dont on peut se prétendre en tant qu'humain, entre guillemets. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Anthony. Je vais linker tes livres et du coup ton site de formation aussi sur YouTube pour ceux qui le souhaitent. Et je te remercie d'être venu partager ton savoir avec nous. Bah, merci beaucoup. C'est pareil, je sais pas, que là, ça doit pas faire loin de Presque 2 2 heures heures. qu'on est. Ouais, Ouais, je vois pas le exactement. temps passer. J'ai vraiment adoré nos 2 épisodes parce que tu as déjà toi aussi une connaissance, et je pense plus importante que moi dans d'autres domaines, etc., voire dans le domaine de la nutrition. Et, et en fait, tu amènes, en fait, tu vois, dans des questionnements, etc. Et c'est hyper, hyper agréable. Donc, merci beaucoup à toi, quoi. Merci beaucoup, Anthony. Prends soin de toi. À Allez, bientôt. salut.